T'as des gens, ils se tapent la double peine, quoi. T'as les impôts parmi les plus élevés au monde, l'hôpital c'est plus ce que c'était, l'éducation c'est plus ce que c'était, donc tu te demandes mais où va l'argent, quoi. On ne devient pas riche en bourse, on devient riche dans ses activités parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on se chope un gros salaire, peu importe, et ensuite on place son argent ou alors on accumule petit à petit, et là ça peut faire une belle somme, mais au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Quand il y a cette espèce d'appât du gain qui est super fort, cette histoire fondatrice, cette tendance, tout le monde en parle, etc., on peut vraiment devenir complètement irrationnel. J'étais artiste, j'avais pas un rond. Moi, j'ai fait le choix de me dire pendant une période, je vais aller dans un pays pour finalement capitaliser. Ça me donnera le choix d'aller où je veux. N'importe quelle personne, tu lui donnes le bon contexte d'apprentissage, elle va grandir, elle va devenir meilleure. Pourquoi le business et la politique sont aussi loin? Mais je pense qu'en France, on aurait un entrepreneur ou un chef d'entreprise à la tête de l'État juste pendant un mandat. Je pense qu'il pourrait mettre un bon coup de balai sur certains trucs parce que c'est très mal géré. J'aimerais bien être député. Salut, c'est Antoine. J'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce qu'on a dit. Les moments forts, les meilleurs conseils des invités, leurs recommandations de livres et d'outils avec tous les liens. Tout est déjà là et t'as rien à faire. Pour télécharger cette fiche, clique sur le premier lien dans la description si t'es sur YouTube ou rends-toi sur yumpodcast.com. Il te suffit d'entrer ton email et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. Bienvenue dans Yum. Aujourd'hui, je reçois 3 invités seulement. On a Victor Ferry de la chaîne du même nom que vous connaissez déjà. On a Félix, cofondateur avec moi de La Forge, qui libère les entrepreneurs des tâches administratives. Et on a le plaisir aussi aujourd'hui de recevoir Xavier Delmas, qui a l'excellent podcast L'Art d'investir en bourse. Xavier, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'avoue que j'étais pas sûr que tu acceptes parce que je sais que tu n'es pas forcément familier avec le monde des formateurs en ligne. Je ne savais pas si tu avais envie de venir de discuter avec nous. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse, notamment dans tes podcasts, dans une thématique qui est assez hyperactive, on voit un peu de tout et ça fait toujours du bien de voir des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont posés, qui expliquent les choses, qui s'emballent pas dès qu'il y a une nouvelle tendance et je trouve que le podcast que vous avez créé avec Victor, c'est comme ça que je t'ai connu, qui s'appelle Chercheur de valeur, est top parce que vous vous contrebalancez pas mal l'un et l'autre. Victor est peut-être plus impulsif, toi tu es peut-être plus calme. Victor est plus débutant dans le domaine, donc il a soif d'apprentissage. Toi tu es plus, ça fait longtemps que tu fais ça. Et voilà, je suis super content de vous recevoir tous les deux. Je me demandais comment est-ce que vous vous êtes connus, Xavier et Victor, à la base? Alors, c'est assez marrant. En fait, moi, je suivais déjà Victor sur sa chaîne principale, en fait, et je trouvais ça, j'étais fan, en fait, de ses contenus rhétoriques. Et puis, un jour, je vois dans les commentaires de la chaîne YouTube un petit message d'un certain Victor Ferry sur une vidéo, je crois, sur l'écologie, un truc comme ça, croissance et écologie, qui me dit « Ah, elle est bien cette vidéo, tu devrais en faire plus sur ce thème ». Et moi, j'ai rebondi tout de suite en disant « Ah, je sais plus ce que j'ai mis, mais bon, j'aime bien ce que tu fais, etc. C'est chouette ». Et puis après, quand j'ai voulu démarrer un podcast, je me suis dit j'aimerais bien faire ça avec quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est aussi assez différent de moi. Et pour moi, Victor, c'était l'idéal, quoi. Non, en fait, c'est assez bien tombé parce que j'ai commencé à suivre ce que faisait Xavier au moment où je me suis lancé dans l'investissement. Et quand tu cherches du contenu cool pour apprendre à investir, t'as le choix entre des vendeurs de rêves. Et sinon, t'as quelques gens que je suis qui sont des gens qui partagent leur expérience. Donc ça, j'aime beaucoup, des gens qui montrent leurs investissements, qui montrent où ils en sont. Et sinon, il y a Xavier. et Xavier, il est dans le créneau de je suis passé par là et j'ai des choses à partager sur le sujet. Et je trouve ça très bien, avoir le côté, c'est de la théorie, mais c'est pas de la théorie de quelqu'un qui est pas passé par là. Donc c'est vraiment, je traduis l'expérience que j'ai eue en des éléments théoriques, et donc ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que j'ai commencé à suivre Xavier, et j'y ai proposé de venir faire un live donc sur ma chaîne quand j'ai commencé à parler d'investissement, et je trouvais ça bien que les gens qui me suivent puissent rentrer dans le monde de l'investissement par la porte de Xavier, plutôt que parce que quand on va commencer à taper investissement sur YouTube, on peut vite se faire embrigader dans pas mal d'autres trucs. Donc c'est pour ça que je trouvais ça sympa. Et après, quand Xavier m'a proposé de faire un podcast, j'ai trouvé ça trop cool parce que la finance, c'est vraiment la thématique qui m'a allumé, où j'ai commencé j'ai fini YouTube, tu vois, sur le sujet, tellement je trouvais ça bien. Et quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir discuter avec Xavier aussi régulièrement, j'ai accepté avec plaisir. Ouais. Je me demandais, parce que tu t'es quand même lancé dans une thématique où tu n'étais pas du tout expert. Victor, de base, c'était une thématique qui te passionnait, mais où tu n'avais pas encore beaucoup de connaissances. Et tu sais, il y a beaucoup de gens, moi j'ai beaucoup de gens dans mon audience
qui sont passionnés par un sujet, mais ils osent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Ils se disent, voilà, qui je suis pour parler de ça? Il y a beaucoup d'experts qui sont meilleurs que moi. Et moi, j'essaie toujours de les encourager en disant, le point de vue d'un débutant, c'est intéressant. Parce que le débutant, il est dans l'apprentissage constant, il a toujours cet enthousiasme, il n'est pas blasé et il sait parler aux autres débutants. Et ça a de la valeur. Et toi, tu as franchi le pas de te dire, allez, je fonce, je me lance, je crée une chaîne YouTube sur le sujet, je m'associe avec Xavier, on fait un truc. Qu'est-ce qui t'a aidé à franchir le pas? Sachant que tu avais déjà une putain d'expertise dans ta thématique de base, quoi. C'est en fait le sentiment de perdre du temps en consommant trop d'un truc. Tu vois, c'est ça qui se passe. C'est que quand tu te rends compte que tu écoutes 2-3 heures de podcast sur un sujet, et tu te dis, mais en fait, là, c'est juste une passion que je rentabilise pas. Et donc, c'est vraiment un moment où tu te dis, mais il faut être plus pragmatique. Mais aussi, il y a le truc que j'avais fini YouTube. C'est vraiment j'en étais à un stade où toutes les chaînes YouTube que je suivais, j'étais en train de me dire mais quand est-ce qu'ils sortent la nouvelle vidéo? Et donc quand il y a un sujet qui te plaît trop, tu te dis bon je vais commencer à faire ce que j'aime. Ça va me permettre de multiplier le plaisir, quoi. Donc là, c'est ça qui m'a poussé à me lancer, c'est de me dire j'aime trop ça pour me restreindre pour des questions de légitimité. Et après, la manière dont tu l'abordes, c'est comme ça. Je trouve ça génial comme manière d'aborder une thématique, de dire, je commence dans ce domaine-là, j'en suis là, mon objectif, c'est d'arriver là, et je vais documenter mon parcours. Ça, c'est super. Et puis en plus, ce qui arrive au bout d'un moment, c'est que tous les gens qui se sont restreints de se lancer, ils ont le seum. Tu vois, ils commencent à te le dire. Ouais, t'es qui pour parler de ça? T'es qui pour parler de ça? T'as pas la légitimité de parler de ça. Et ça, pour moi, c'est une source de motivation géniale parce qu'il y a rien qui me plaît plus que quand on me sous-estime. Le truc, c'est la transparence, je pense, quand on fait ça. Toi, t'as pris le parti de dire aux gens, je suis pas expert de ce domaine-là, mais ça m'intéresse, donc je vais quand même en parler. Et j'assume. Et ça, c'est important. Et je pense que il y a 2 erreurs qu'on peut faire. La première erreur, c'est de jamais se lancer parce qu'on n'en a jamais assez. On n'a jamais assez de connaissances, de machin. La deuxième erreur, c'est de vouloir se faire passer pour un expert ou pour quelqu'un qui connaît le truc et d'essayer d'imiter. Et ça, malheureusement, on est vite démasqué. Mais je pense que ouais, t'as eu la bonne approche. Et en fait, faut se lancer, assumer et prendre cette position de je vais apprendre quelque part avec vous, je vais vous transmettre au fur et à mesure, je vais documenter mon parcours. Et ça, c'est super intéressant. Les gens, ils adorent en plus suivre les défis, suivre le parcours, suivre les histoires des gens. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va se cracher? Qu'est-ce qu'il va découvrir, etc. Et moi, je me suis lancé à 10 ans, tu vois, sur exactement le même modèle. J'étais passionné par tout ce que je découvrais sur le web marketing, le blogging, les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, mais en fait, vas-y, quoi, fais un blog là-dessus et documente ton parcours. Et en fait, petit à petit, tu construis ton expertise comme ça. Et en fait, un jour, tu te réveilles et tu te dis, mais maintenant, peut-être que je mérite mon statut d'expert. J'ai pas vu ce moment où c'est arrivé. Mais en fait, maintenant, peut-être que je le mérite parce que ça fait 5 ans, 10 ans que je suis là-dedans et que j'ai accumulé beaucoup d'expérience, quoi. C'est quoi un expert en finance, Xavier, à ton avis? C'est une bonne question. Parce que là où ce qui est génial dans ce domaine-là, finance ou économie, c'est que quelqu'un qui a perdu de l'argent. Ouais, par exemple. De toute façon, je pense que quelqu'un qui est bon en investissement, il en a forcément perdu à un moment. Mais ce qui est dingue dans ces domaines-là, c'est que tu as déjà beaucoup d'experts qui sont pas bons. En fait, c'est hyper simple l'investissement. Et en fait, c'est tellement simple que y a beaucoup d'experts qui se cachent derrière un vocabulaire très compliqué, derrière des produits très complexes, etc. Alors que tu as des gens qui ont tout compris très tôt et qui le disent. Je vais reciter pour la 1000e fois Warren Buffett, mais s'il est si connu, c'est pas pour rien. C'est que lui, il t'explique l'investissement en 10 lignes. Il le dit à tout le monde. C'est un des top milliardaires de la planète, donc il a prouvé ce qu'il a fait. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Les gens, ils veulent entendre parler de biotech, de crypto, d'options, n'est-ce pas, Victor, ou Félix aussi, je crois. Voilà. Et moi, je suis passé par là. J'ai démarré par les options quand j'avais 20 ans parce que je voulais de l'excitation, de la volatilité, etc. Donc, un expert en finance, c'est ça le problème, c'est que déjà la personne qui se décrète expert et par erreur, je peux le faire parfois. Ça va être quoi? Ça va être quelqu'un qui connaît bien les produits, qui connaît bien la technicité, qui sait expliquer que la volatilité, c'est l'écart type des rendements, blablabla, ce que c'est que le bêta, machin. Mais dans les faits, ça ne te sert à rien. Et c'est ça qui est assez dingue dans l'investissement, c'est qu'il y a une courbe de croissance. C'est un peu c'est bien connu, hein, mais il y a cette courbe de croissance qui fait que à un moment, il faut que tu lâches ton expertise, il faut que tu lâches les gros mots, il faut oublier les anglicismes, la technicité, les formules, etc., pour revenir à la base. Mais ça demande
5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire ça. Et moi, mon but, c'est de dire prenez un shortcut, et je pense que Victor il l'a bien compris. Victor il a pris des bonnes bases dès le début. Prenez un shortcut et évitez mon parcours à moi qui est démarré par les options, le trading pro pourtant, hein, blablabla, pour finalement revenir à des choses simples. Donc l'expertise en finance, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut rechercher finalement. Toi, tu as été trader professionnel, Xavier, c'est ça? Oui, en fait, ça a été au début de ma carrière. J'étais chez BNP Paribas à Paris et puis après à Londres. Donc, j'étais dans une salle des marchés. J'étais ce qu'on appelle trader pour compte propre. C'est-à-dire que tu as la banque qui te donne un certain niveau de risque. Donc, au début, j'étais junior. J'aidais les autres traders sur le desk. Après, on m'a dit, je suis allé voir mon chef pour dire, là, j'ai une idée de trade. J'ai envie de faire un long short sur Société Générale, Dexia, blablabla. Après, on m'a donné un book, on m'a dit tu as 100 millions à gérer. Après, on m'a dit tu as 200 millions, etc., etc. Et puis comme ça, c'est monté graduellement pendant une dizaine d'années. Est-ce que tu as fait gagner de l'argent à la banque alors? Alors oui, j'ai fait gagner de l'argent, j'ai fait gagner beaucoup d'argent. Donc en fait, sur les 9 années, j'ai perdu de l'argent une fois, une seule année. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était à une époque où les taux d'intérêt, donc c'était grosso modo les années 2000, les taux d'intérêt étaient plus proches de 5%. Et en fait, en tant que trader pour compte propre, la banque te, entre guillemets, prête de l'argent, elle met ses fonds propres à disposition. Donc en fait, ces 5%, on me les enlève. Donc chaque jour, je démarre avec un montant qui est un peu plus faible. En fait, c'est pas vraiment ça. C'est que dans mon PNL, dans mon compte perte et profit, chaque jour, on m'enlève l'équivalent de 5% annuel. Donc malgré ça, j'ai gagné de l'argent donc pendant 8 années sur les 9 en tant que trader pro, sachant qu'en plus, la banque, elle te dit tu gères 100 millions, mais elle ne met pas 100 millions de capital en face. Elle va mettre beaucoup moins. Je vais passer sur les calculs complexes, mais c'est ce qui a fait aussi la crise de 2008, c'est qu'elle va dire à son trader, tu peux avoir à peu près 100 millions d'actifs, mais en termes de risque, elle va mettre peut-être 5%. Donc, elle va me faire 5 millions. Donc, moi, si je gagne sur mes 100 millions, ne serait-ce que 8%, en fait, ça fait 8 millions sur 5 millions et pas sur les 100 de départ. Et pour la petite histoire sur l'année où j'ai perdu de l'argent, parce que c'est quand même un truc de dingue, c'est qu'en fait, je me suis pris une grosse perte en milieu d'année. Et c'est la direction de la salle des marchés qui a décidé de réduire le book, ce qui fait que si mon portefeuille était resté à la même taille, je serais revenu au même... j'aurais été flat, on va dire, à la fin de l'année, alors que là, j'ai terminé l'année avec une perte. Donc voilà, les managers de banque sont aussi frileux que n'importe qui finalement. Moi, je suis tombé amoureux moi de la philosophie de Warren Buffett justement à l'époque où je me suis lancé en bourse, parce que moi j'étais vraiment l'idiot du village de la bourse, mais en fait qui représente, je pense, la plupart des gens. C'est-à-dire que moi je pensais qu'investir en bourse, il fallait aller à la bourse de Paris et gratter du papier, quoi. Je pensais qu'il fallait avoir un statut particulier, un diplôme, j'en savais rien en fait. C'est tellement en France, on n'était pas du tout familier à ça. Ça a beaucoup changé là sur les 5 dernières années, mais on n'était pas du tout habitué à ça, on n'a pas du tout appris ça. Et donc quand j'ai découvert justement les petits bouquins, tu sais, avec les petits principes de Warren Buffett et tout, je me suis dit mais en fait c'est génial, ça demande pas beaucoup de travail, ça demande pas beaucoup d'efforts, c'est assez simple, je comprenais ce que je lisais, ça a été une sorte de libération. Et en fait, tous ces gardiens de la complexité qui veulent te vendre des systèmes super techniques, super complexes et tout, ils mettent aussi une grosse barrière à l'entrée pour beaucoup de débutants qui ont juste pas envie de s'embêter avec ça. Ils comprennent l'immobilier, mais ils n'ont pas envie de comprendre la bourse, alors que dans beaucoup d'aspects, la bourse est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que l'immobilier. Et donc, j'ai commencé à investir très simplement, tu vois, acheter un peu d'ETF, acheter quelques actions que j'aimais bien, vouloir profiter des intérêts composés, tu vois, en investissant régulièrement sans trop regarder où est-ce que ça est. Et j'ai fait fructifier mon patrimoine de fou grâce à ça, quoi. Et donc c'est cette simplicité. T'as fait des bons coups, Antoine. Ouais. Je sais pas si tu voudras en parler, mais t'as fait quand même des coups. Toi aussi. T'as gagné plus d'argent que moi, hein, en bourse. Hein. Ah ouais. Tesla, tu voudras en parler après. Tesla, j'ai tout vendu parce que c'était une connerie. Mais c'est le seul truc où j'ai tout vendu. Mais sinon, c'est surtout Meta, où j'ai acheté Meta quand c'était vraiment... Ça devait être il y a 1 an ou 2, quand c'était vraiment dans le creux, là, quand le métaverse se pétait la gueule. Et le truc a dû faire x3 depuis. Enfin, c'est délirant, quoi. Je voulais parler d'un truc. Et ça, vous l'avez forcément remarqué, parce que ça touche beaucoup à nos thématiques. C'est la montée du contenu idéologique polarisant. Et moi, je le vois beaucoup dans la thématique business en ligne. Je le vois aussi dans la thématique investissement. C'est que pas mal de créateurs se sont rendus compte que le contenu idéologique, le contenu politique, le contenu très polarisant, ça faisait plus de vues que le contenu plus consensuel.
Et ça a apporté aussi, du coup, ça a apporté plus de ventes, plus d'argent, etc. Et quand il y a une incentive économiquement, forcément, il y a une ruée là-dessus. Et vous avez plutôt résisté à ça. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous le percevez, est-ce que vous l'analysez, est-ce que vous le voyez déjà? Peut-être, Xavier? Pour moi, c'est clair. Et j'avais fait une vidéo là-dessus parce qu'il y a des chiffres qui prouvent que ça a été fait sur Twitter. Hein. Ils ont classé les tweets suivant les opinions politiques, etc. Et puis, ce sont les opinions politiques extrêmes qui sont le plus retweetées, qui font le plus réagir, etc., etc. Quand tu es dans une thématique, ton objectif, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui t'accompagnent, qui grandissent avec ça. À la limite, tu t'en fous de l'idéologie. Moi, ce que j'ai perçu au bout d'un moment, c'est que quand tu es dans une démarche de vouloir faire progresser ceux qui t'écoutent, au bout d'un moment, tu vas être catégorisé. Parce qu'on va te dire, regarde, il y a du déterminisme. Donc, même si tu essaies de te battre contre le déterminisme, tu pourras pas du tout t'en sortir. Et donc, vu que tu avais dans ma thématique des gens qui étaient des décrypteurs, donc des gens dont le travail c'était de dire, regardez, je vais dénoncer les manipulations, je vais dénoncer les sophismes dans le discours politique de telle ou telle personne, ces gens étaient catégorisés de gauche, et moi qui avais un discours pour dire, non mais les gars, en fait, il n'y a pas de déterminisme. Si vous êtes capable de changer vos idées en discours et de mettre votre public en mouvement, au bout d'un moment, vous allez pouvoir vous extraire de votre condition. Et pour tenir ce discours-là, moi, j'ai été très régulièrement attaqué. Et tu vois, quand tu as une chaîne qui commence à être assez importante, tu as des attaques qui sont dures, tu vois, où tu tapes ton nom sur Internet et la plupart des choses que tu reçois, c'est des attaques, c'est des agressions. Et donc, il y a un moment où tu te dis, mais en fait, c'est pas possible. Aujourd'hui, effectivement, il y a des domaines où je vais avoir tendance à être plus corrosif pour pouvoir secouer les gens qu'il y a en face. Mais la base de mon travail, c'est toujours faire progresser les gens. C'est toujours faire progresser les gens. Tu regardes ma chaîne finance, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de gens qui commencent à faire grandir leur capital. Tu regardes ma chaîne rhétorique, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de gens qui développent ses compétences. Mais le truc, et il faut être quand même un petit peu lucide là-dessus, quand tu tiens ce discours aujourd'hui en France, tu es catégorisé comme une personne de droite. Et donc, en face de toi, il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, t'es un formateur en ligne, t'es un suppôt du capitaliste. » Ou alors « Ouais, tu fais de l'investissement, t'es un suppôt du capitaliste. » Donc moi, je sais pas comment vous faites par rapport à ça, ou peut-être que vous le sentez pas suffisamment, mais il faut bien vous dire que derrière ça, t'as des opinions qui deviennent des lois. Toutes les lois qu'il y a aujourd'hui sur la RGPD, toutes les lois qu'il y a aujourd'hui sur de temps en temps, tu vas avoir le compte Twitter de tel service public qui va afficher des influenceurs en disant tel influenceur n'a pas respecté les règles, bouh, bouh, bouh. Évidemment, tu as une bonne manière et une mauvaise manière de faire le business, mais où tu mets la limite? Et tu vois, parce que tu peux te réfugier en te disant pour le moment ça tombe pas sur moi. Mais il y a un jour où le climat politique qu'on aura laissé se développer, qui est un climat qui est quand même assez opposé aux formateurs en ligne, aux entrepreneurs et aux influenceurs, un jour ça va nous retomber dessus. Donc on peut pendant un moment se dire je suis au-dessus des idéologies, je suis au-dessus du combat politique, mais voilà, si tu ne t'occupes pas de la politique, un jour elle s'occupe de toi. Moi, je crois qu'on peut pas parler à tout le monde. Enfin, c'est très difficile de parler à tout le monde sur Internet. Et même quand tu es un gros créateur relativement consensuel, la semaine dernière, on a parlé de Lena Situation, par exemple. Même elle a une bonne grosse dose de haters et ça l'empêche pas de faire des millions de vues et d'avoir des centaines de milliers de personnes qui l'adorent. Et en fait, je pense que maintenant, quand tu es créateur de contenu, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que moi, je rentre pas trop dans les débats et tout, surtout quand c'est des membres de mon audience parce que j'ai besoin d'aimer les gens pour qui je travaille, sinon j'y arrive pas, tu vois. Et donc, j'essaie de surtout pas rentrer dans la politique pour pas me retrouver à avoir une sorte d'amertume vis-à-vis des gens, à y penser tout le temps quand je suis en train de parler, quand je suis en train de créer du contenu, à me dire ah oui, mais attends, il y a eux qui vont pas être contents, il y a eux qui vont pas être contents, en sachant en fait, en partant du principe que de toute façon, quoi que tu fasses, tu parleras pas à tout le monde. Il y a toujours des gens qui t'aimeront pas. Il y a des gens qui t'aimeront pas juste pour ce que tu fais. Tu parlais des formateurs en ligne. C'est vrai que c'est assez impopulaire aujourd'hui. En fait, moi, j'ai remarqué que tu pouvais bien vivre et vraiment te prendre du plaisir dans ton métier et faire ce qui te plaît simplement en ignorant une partie des gens. Et moi, c'est le parti pris que j'ai choisi. Et après, j'ai l'impression que d'un point de vue politique, c'est quand même relativement équitable. C'est-à-dire qu'il y a des gens très énervés d'un côté, des gens très énervés de l'autre, qui combattent. De mon point de vue, j'ai le sentiment que j'ai pas besoin, si tu veux, de venir combattre avec eux, parce que je fais pas partie des énervés, tu vois, ni d'un camp ni de l'autre. Et donc, je laisse faire. Mais c'est vrai que parfois, tu as envie
tu as envie de réagir, tu as envie de dire ce que tu penses. Et parfois, c'est dur de pas le faire. Moi, je me suis fait une fiche avec une liste de sujets à pas aborder, tu vois, pour te dire à quel point c'était tentant pour moi de le faire. Mais je me suis rendu compte que quand je le faisais, ça m'éloignait des gens, ça me mettait dans une sorte d'amertume, un sentiment désagréable, et ça me faisait moins aimer mon audience, et donc ça me faisait moins aimer mon métier. Donc, je pense que chacun peut-être compose avec ses compétences, avec ce qu'il est, avec ce qu'il fait, etc. Il y a aussi des sujets sur lesquels on se sent pas forcément à l'aise de parler parce qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. Et certains ont une tolérance plus ou moins grosse aussi au conflit. Il y en a qui aiment bien aller un peu à la bataille, et puis d'autres qui aiment bien. En fait, je pense que les gens plus consensuels, c'est surtout des gens qui aiment pas le conflit. C'est pas dans leur psychologie. Et tu as des créateurs de contenu qui sont très bons et qui sont très consensuels. Et inversement, tu as des créateurs de contenu qui sont ultra polarisants, et ça cartonne aussi pour eux. Donc, je pense qu'il y a de la place, si tu veux, pour différents types de créateurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me retrouve tout à fait là-dedans. Moi, j'aime pas le conflit et j'évite au maximum l'idéologie. Mais après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je suis d'accord avec toi, Victor. Il y a des gens qui entendent parler de finance ou autre, et puis tout de suite, dans leur tête, ça fait des triggers capitalisme, responsable de la pauvreté dans le monde, etc., etc. Mais en fait, je pense que quand ils regardent mon contenu, ils entendent parler de cash flow, de machin, et puis ils zappent, en fait. Ça les intéresse pas parce que c'est factuel, c'est pas assez idéologique, en fait. Je dis pas si c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, en fait. Il y a des boîtes qui dominent le monde aujourd'hui, c'est des boîtes qui font ça, qui fonctionnent comme ça, mais je crois que ça les intéresse pas et qui zappent. En fait, il n'y a pas assez d'accroche idéologique. Et là où je suis d'accord avec Antoine, c'est à la fois c'est une volonté de ma part, mais c'est surtout que j'aime pas le conflit. Et je pense que toi, Victor, tu t'épanouis, par exemple, beaucoup plus que moi là-dedans. Moi, je vais partir en courant là où toi, tu mets les gants de boxe, tu vois. Et sur le fait de se défendre, c'est vrai, ça c'est pareil, tu vois. C'est un truc où plus tu fais de volume, plus ça devient difficile de se défendre. Et toi, tu as réussi à vachement bien le faire, Victor, quand tu faisais c'était quoi déjà sur tes dramas productifs sur tes chaînes secondaires. C'était génial, tu vois. Tu avais quelqu'un qui t'attaquait et tu arrivais à transformer ça en contenu. Mais le problème en fait de ce format, et c'est pour ça que je l'ai arrêté, en fait, tu as deux problèmes quand tu crées un format comme ça. Le premier problème, c'est que après, les gens t'attaquent pour ça, tu vois. Et c'est d'ailleurs là que j'ai stoppé net. La dernière personne qui m'a attaqué, c'était un mec qui s'appelait Bad Mulch, qui, tu vois, lui, son objectif, c'était de me trigger jusqu'à ce que je fasse un débat avec lui. Et c'est là que j'ai fait comprendre, non, mais il y aura pas de débat, tu vois. Moi, j'ai autre chose à faire, j'ai un travail, quoi. Et le délire, c'est ça, c'est le premier truc, c'est que donc il y a des gens qui vont t'attaquer systématiquement pour faire des vues. Et l'autre truc, et pour moi, ça c'est un problème qui est encore plus important, t'attires qui comme gens sur ce format, tu vois? T'as des gens qui vont suivre ces formats-là parce qu'ils veulent du clash, qui vont suivre ces formats-là aussi parce qu'ils ont besoin de prêt-à-penser idéologique. Donc moi, j'ai toujours essayé de garder la même morale, à savoir, quel que soit le discours qu'on produit sur vous, même si là, au début, quand vous le voyez, ça vous sidère, vous dites, mais je vais pas pouvoir répondre à ça, c'est trop violent. En fait, si vous prenez le temps de digérer ça, vous allez trouver des pistes de réponse. Donc j'essayais de maintenir cette pédagogie, mais enfin tu sais comment ça marche. Les gens regardent une vidéo et en fait ils retiennent le fast-food, ils retiennent pas ce qui est bon pour la santé. Et donc c'est ça qui m'a poussé à arrêter ce format. Mais par contre, ce que j'ai voulu garder, c'est de me créer quand même un petit safe space idéologique pour pouvoir faire passer quand même des idées libérales. Parce que je considère vraiment que la France serait un pays beaucoup plus vivable si on mettait le curseur un peu plus du côté du libéralisme. Et quand je dis libéralisme, ça veut dire c'est pas même pas économique. C'est un peu plus de tolérance sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs manières de vivre, plusieurs types de valeurs, que c'est possible de... Tu vois, en fait, je considère le libéralisme comme un humanisme, dans le sens où n'importe quelle personne, tu lui donnes le bon contexte d'apprentissage, elle va grandir, elle va devenir meilleure. C'est vraiment s'opposer au déterminisme. Et donc c'est effectivement, quand tu fais une chaîne business, enfin en tout cas moi la manière dont je l'ai fait, c'est que je me suis dit tu fais une chaîne business, là pour le coup, tu peux pas être aveugle sur le fait que derrière ce que tu es en train de faire, il y a cette idéologie libérale. Et je pense qu'on est tous dedans. Enfin, nous qui, dans nos thématiques, on est quand même un petit peu là-dedans. Et il faut savoir qu'en face, il y a des gens qui sont, qui vont avoir envie de faire passer des lois pour nous compliquer le travail. Après, à quel point on regarde ça, c'est des choix.
Après, Victor, je pense que les meilleures personnes pour faire du contenu qui irait dans ce sens-là, en fait, c'est la gauche elle-même. Et si tu regardes des créateurs, par exemple, moi, cette semaine, j'ai découvert Danny Caligula, là, qui parle vachement d'émancipation individuelle. La petite histoire, voilà, il était en squat, aujourd'hui il est sur Twitch, une boîte de prod, etc. Et il parle de son émancipation, de sa démarche entrepreneuriale, il monte les comptes de sa boîte, etc. Et je pense que ça a beaucoup, c'est ça qui pourra faire changer les mœurs en fait là-dessus. Et mais il faut que tu continues, Victor. Mais tu t'arriveras pas à parler à tout le monde, quoi. C'est quoi votre point de vue sur les cryptos? Je connais un petit peu, mais je pense que c'est intéressant de parler du mécanisme qu'il y a derrière l'explosion du truc. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme le moment où les cryptos ont vraiment explosé. J'ai compris ce que c'était que le principe d'une ruée vers l'or. J'ai vraiment compris parce qu'on retrouvait exactement les mêmes étapes où voilà, il y a un nouveau truc un peu mystérieux, il y a une histoire fondatrice. L'histoire fondatrice, c'était tous ces bitcoins millionnaires qui ont acheté, qui étaient des geeks qui ont acheté du bitcoin par hasard en 2010 et qui sont devenus multimillionnaires. Et ensuite, il y a la folie collective. On veut tous avoir notre part du gâteau. On veut tous vivre cette histoire, nous aussi. Et il y a eu une ruée sur toutes les petites shitcoins, etc., en espérant que ce soit le nouveau Bitcoin. Et moi, je juge personne parce que j'étais dedans aussi. J'ai acheté du Bitcoin à ce moment-là et j'ai même investi quelques milliers d'euros sur des petites cryptos qui valaient rien et qui valent plus rien aujourd'hui. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'à ce moment-là, quand il y a cette espèce d'appât du gain qui est super fort, cette histoire fondatrice, cette tendance, tout le monde en parle, etc., on peut vraiment devenir complètement irrationnel. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant qu'investisseur? Ouais, moi j'ai eu plusieurs périodes pour ça. Il y a eu la première ruée vers l'or en 2017-2018, où en fait j'ai passé mon temps à expliquer autour de moi ce que tu racontes un peu, c'est-à-dire l'aspect tout le monde se précipite, voilà, ce qu'on retrouve dans toutes les bulles. C'est retombé quelques mois après, et quand c'est reparti, quand ça a recassé les 20 000, etc., là, j'ai senti un tout début d'adoption du côté des professionnels, des gérants d'actifs. Et je me suis dit, si jamais eux rentrent dans la danse, si eux mettent le doigt dedans, là, on n'est plus sur la même échelle. Donc, en fait, je suis rentré à ce moment-là, quand dans des, tu vois, Marc Fiorentino sur BFM, etc., quand il commence à se dire, finalement, le Bitcoin, pourquoi pas? Donc là, j'ai profité pour profiter du passage de 20 000 à 60 000 sur le Bitcoin. Après, je suis sorti. Ce qui est très dommage avec ça, c'est que la technologie est démente, la blockchain est démente, et en fait, on a voulu en faire des crypto-monnaies, des crypto-actifs, alors que la magie, elle est derrière. La magie, c'est l'immobilier tokenisé, c'est les smart contracts, etc. Et c'est dommage de voir purement l'actif lui-même, qui est un actif qui ne rapporte rien, qui ne produit rien, qui est très dépendant technologiquement, etc. Le moindre hack fait que tu perds toute ta valeur en une demi-seconde, etc. Donc moi je touche pas, il y a suffisamment d'actifs qui me plaisent dans le monde, notamment la bourse évidemment et l'immobilier, ou d'autres choses d'ailleurs, pour que je touche pas à ça. Donc j'ai rien contre, mais je trouve que c'est dommage parce que ça porte atteinte à la blockchain en fait. Tout le monde possède du Bitcoin ici. Victor, t'en as acheté ou pas? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis embêté avec les cryptos parce que je suis content que ça existe, mais c'est pas pour moi. Tu vois, je suis content que ça existe parce que c'est stimulant en fait qu'il y ait des nouvelles zones qui se développent, qui commencent à grandir, et puis il y a des histoires à raconter quoi. Effectivement, là les bitcoins millionnaires, c'est marrant. Les trucs qui gonflent et qui se dégonflent, c'est marrant, mais c'est complètement à l'opposé de ma philosophie d'investissement. En fait, et je suis gêné de dire ça, tu vois, parce que je suis tout nouveau dans la bourse, mais j'ai quand même l'impression que t'as plein de gens qui se lancent dans les cryptos avec la mauvaise philosophie, à savoir je vais faire x100 rapidement. Et pour moi, c'est pas du tout comme ça qu'on construit de la richesse. Tu vas construire de la richesse en te focalisant sur les moyens que t'as d'augmenter ce que tu peux investir. Donc tu développes tes connaissances, tes compétences, tu fais le long chemin, et puis t'essaies pas de faire 2 fois ce que rapporte le marché. Donc c'est vraiment à l'opposé de ma philosophie, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir pour ça. Tu vois, parce que t'as beaucoup de gens qui se lancent dans les cryptos, c'est le même genre de gens qui vont acheter un ticket de loto.
C'est des gens qui se disent j'ai rien à perdre, j'ai pas beaucoup d'argent, mais regarde, si mes 100 balles, je les mets sur quelque chose qui me rapporte 10 000 balles, ça change toute ma vie. Et donc, mais à la fin, ces gens auraient peut-être mieux fait de commencer à développer des bons comportements d'investissement. Donc voilà, je trouve ça très stimulant, le côté décentralisé, toutes les choses qui se développent. Et effectivement, avec Xavier, on connaît bien un projet comme Realty. Et effectivement, l'immobilier tokenisé, c'est quelque chose qui est là, on voit à quoi ça sert. Mais moi, j'achèterais pas des monnaies, tu vois. À la limite, acheter des choses qui reposent sur ces technologies, ça m'intéresse. Mais enfin, tu vois, j'ai pas non plus d'or. Donc c'est vraiment à l'opposé de ma philosophie d'investissement. C'est intéressant juste ce que tu dis sur le fait que ce soit un peu le ticket de loterie. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que mes amis qui ont pris le plus de risques sur les cryptos, c'est mes amis qui sont pas entrepreneurs. Et tu vois, j'ai des amis qui sont salariés depuis 10 ans, 15 ans, etc., qui ont commencé à investir, mais à mettre des sommes énormes, pas sur le Bitcoin, sur des petites cryptos qui sortaient de nulle part ou sur des projets NFT chelous et tout. Et on en a discuté, tu vois. J'ai discuté avec eux. J'ai dit, mais quand même, tu te rends compte, tu prends un vrai risque, tu vois. En plus, c'est de l'argent que tu as mis longtemps à gagner, etc. Et en fait, ce que la personne me disait, c'est moi, mon but, c'est pas de faire x5 ou x10. Mon but, c'est de faire x100 ou x1000. Et donc, je sais que je vais pas faire x100 ou x1000 avec de l'or, avec du Bitcoin ou avec le S&P 500. Donc, je vais chercher le truc qui va faire x1000. Et en fait, je pense que ce que nous, on trouve dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une possibilité de nous enrichir, eux, ils ne le trouvent pas dans leur travail parce que dans un job de salarié, tu peux bien gagner ta vie, mais tu ne seras jamais multimillionnaire seulement grâce à ça. Et donc, ils vont le chercher ailleurs. Ça peut être dans l'investissement, ça peut être dans les paris, ça peut être dans ce genre de paris ultra risqué qui est investir dans la crypto. Et en fait, je pense qu'on a peut-être tous besoin d'avoir un domaine dans lequel, d'avoir un domaine d'espoir, un domaine dans lequel là-dedans, je peux devenir super riche. Et si c'est pas par ta boîte, je pense que nous, comme on a notre boîte et tout, on était plus dans cette optique-là de si un jour je suis super riche, ce sera grâce à ça. Et je pense qu'eux peuvent le trouver là-dedans. Et je pense que ça explique en partie l'énorme succès de toute cette galaxie, quoi. Félix, tu voulais ajouter quelque chose? Moi là-dessus, sur ce domaine, je pense que j'ai été complètement idiot avec l'attitude snob. Je me souviens que Antoine, on avait des discussions des années. Il y a des années, le Bitcoin, il était, je crois, à 3 000 € et quelque chose comme ça. Et moi, je te faisais des grands discours comme quoi, voilà, ça valait rien, que c'était une bulle, machin, etc. Et en fait, ça m'a appris une leçon sur l'investissement qui est extrêmement important. Si tu es purement fondamentaliste, c'est-à-dire que tu achètes des choses qui produisent de la valeur ajoutée, et donc l'approche de Warren Buffett, en fait, t'achètes que des couteaux qui tombent, ou des choses chères, etc. Mais tu as une autre façon de gagner de l'argent aussi qui est le momentum. C'est-à-dire que tu vas aussi acheter des choses qui finalement va être vues par le marché d'une façon différente. Et c'est pour ça, par exemple, que tu as Meta, quand ça a des ratios, tu vois, des PER de 8, 9, 10, et que 6 mois après, ça passe à du 30, tu vois, c'est le marché qui change sa façon de voir le truc. Et en fait, j'ai été complètement idiot parce que le Bitcoin, tout était aligné à ce moment-là pour montrer que la hype allait arriver et plutôt que d'avoir un point de vue pédant de se dire que le truc ne vaut rien, etc. Juste de voir, oui, là la vague psychologique commence. En fait, t'as un rapport entre le risque et les gains qui sont énormes. Ouais, si tu prends juste le Bitcoin, c'est un succès énorme. Même aujourd'hui où ça n'a pas atteint des niveaux que certaines personnes pensaient que ça allait atteindre, ça reste un succès colossal et ça s'est quand même stabilisé en tant que la valeur crypto refuge. Et voilà, c'est un peu l'or numérique. Et en fait, ce domaine-là, jamais tu achèteras ta baguette de pain en Bitcoin. Trop de limitations techniques, trop d'énergie, etc. Mais en termes de valeur en soi, de valeur refuge décentralisée, ça n'existait pas avant. Maintenant, ça existe et ça a complètement réussi en ce sens-là, quoi. Sur le point de Félix, là, moi j'ai vécu ce côté snob aussi, comme je le disais, à une certaine période, et puis après tu es obligé de te dire, comme tu dis Antoine, ouais, c'est là, ça existe, et c'est parti pour durer, parce que tant que chez un certain nombre de personnes, que ce soit 1 million, 2 millions ou 100 millions, tant que pour ces gens-là, c'est une réserve de valeur, c'est très bien, et honnêtement, c'est pas plus stupide que de se dire qu'un tableau comme la Joconde vaut 30 millions d'euros. C'est que moi, si j'achèterais jamais un tableau à 30 millions d'euros, mais il suffit qu'il y ait un certain nombre de personnes qui pensent que c'est le prix que ça vaut,
Et c'est typiquement comme l'art. Je trouve qu'entre l'art et le Bitcoin, à part que le Bitcoin a un côté digital, mais on parie uniquement sur le fait que c'est unique. Alors on s'est dit, il y a quelques biens, on sait que c'est unique, comme ça, ce côté unique, il ne va jamais disparaître. Et ça, c'est vrai pour le Bitcoin et c'est vrai pour les tableaux, certaines montres rares, etc. Et effectivement, moi, j'ai toujours hésité, un peu comme toi, Félix, à me dire, vu que j'ai compris ce phénomène un peu de bulle, est-ce que j'en profiterais pas? Et j'en ai profité, il se trouve, sur le Bitcoin, mais j'avoue que j'ai pas envie de me brûler les doigts. On l'a vu toute l'année les années 2020, 2021 avec les GameStop, les machins et tout. À un moment, je me dis, mais est-ce que j'essaierais pas d'en profiter à la hausse, à la baisse ou autre? Mais les mouvements sont tellement violents que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts parce qu'après je vais le regretter. Alors qu'à la limite, une boîte que j'ai bien analysée, qui va perdre de l'argent et je revends, je me dis, j'ai fait le taf. Alors que perdre de l'argent sur les cryptos, ça m'embêterait vraiment, vraiment. Et tu peux mettre, Xavier, tu mets un petit ticket justement sur des options, tu vois, une petite prime, justement le ticket de loto. En ayant ce point de vue-là, tu as aussi un avis sur la volatilité, tu vas aussi gagner de l'argent sur le fait que le marché prédit une volatilité qui est plus faible et tu vas avoir et voilà, tu vas faire finalement soit tu perds tout, soit tu fais du x100 en fait. Salut, c'est Antoine. Juste une pause dans l'émission pour te dire que tu n'as pas besoin de prendre de notes, je l'ai fait pour toi. Si tu trouves cet épisode intéressant mais que tu te demandes comment tu vas retenir tout ça, j'ai quelque chose. J'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce qu'on a dit. Les moments forts, les meilleurs conseils des invités, leurs recommandations de livres et d'outils avec tous les liens. Tout est déjà là et t'as rien à faire. Pour télécharger cette fiche, clique sur le premier lien dans la description si t'es sur YouTube ou rends-toi sur yumpodcast.com. Il te suffit d'entrer ton email et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. On retrouve nos invités. Vous en parliez dans votre dernier podcast, Xavier et Victor, sur le rapport au risque, on a tendance à être plus sensible au risque quand on vieillit. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus conservateur et justement plus snob par rapport aux nouveautés quand on prend de l'ancienneté dans son domaine. Et c'est un truc, parfois, c'est bien parce que ça nous empêche de sauter sur la dernière tendance et de jamais s'installer et construire quelque chose. Mais parfois, ça nous joue des tours aussi parce que parfois, il y a un vrai truc, un vrai point de rupture. Là, je sais pas, par exemple, il y a eu l'IA évidemment depuis le début de l'année. Quand on commence à vraiment mettre les mains dedans et à regarder ce qu'on peut faire avec les outils grand public, ChatGPT, Midjourney et compagnie, en fait, c'est quand même fabuleux et on peut faire des trucs extraordinaires. Mais je pense que je suis pas le seul. Ma première réaction, ça a été de le tester, de voir qu'il pouvait pas créer du contenu et de me dire c'est pas ouf et de le laisser traîner pendant un mois ou deux, quoi, avant de m'y remettre sérieusement. Et ça, c'est un truc, il faut vraiment faire un effort conscient de se dire, ok, première réaction, c'est naturel, c'est normal, mépris, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Deuxième réaction, ok, si ça intéresse beaucoup de monde, c'est quand même qu'il y a une raison. Il faut au moins que je comprenne cette raison-là, quoi. Et je pense que si on veut rester pertinent sur le long terme dans nos métiers, c'est vraiment une compétence indispensable à acquérir. Pour moi, c'est un point qui est fondamental. Il faut toujours se passionner pour les nouveautés, mais c'est important d'avoir conscience de sa philosophie d'investissement. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est de se demander quel investisseur je suis, quelles sont mes valeurs en tant qu'investisseur. Parce que, tu vois, évidemment, c'est chouette de temps en temps de prendre des paris, de se dire tout le monde est dessus, j'ai envie d'aller dessus. Mais en général, quand tu fais un truc comme ça, que tu te plantes et qu'en plus tu es en porte-à-faux avec tes valeurs, là, tu le prends assez mal. Et moi, je sais que pour le moment, j'ai eu de la chance parce que j'ai rien dans mon portefeuille qui a fait du 0, etc. Donc, ça veut dire que je suis assez confiant et je me dis, je suis sur le long terme. Mais tu pourrais très bien imaginer te céder un petit peu trop à la hype, cramer beaucoup d'argent que tu avais mis de côté, et après, c'est fini. Xavier, il y a pas longtemps, c'est même hier, Xavier a sorti une vidéo sur la pire chose qu'on puisse faire, c'est de couper l'effet cumulé. C'est exactement ça. Plus tu prends le risque de cramer une grosse partie de ton argent sur un pari, plus tu risques de sortir du jeu. Et si tu sors du jeu, tu fais vraiment ce qu'il ne faut jamais faire dans l'investissement, à savoir risquer d'être tellement dégoûté d'un choix que tu as fait, qu'après tu dis ouais, en fait j'ai tapé plus haut que ma catégorie, en fait c'est pas pour moi, et tu peux vraiment te dégoûter de l'investissement. Donc je sais pas si vous avez déjà été proche de ça, de vous dire j'ai déconné, j'arrête, mais il y a beaucoup de gens qui en passent par là. Et si tu fais ça, c'est fini, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est que je trouve qu'on est toujours très, très influencé dans l'investissement, mais c'est vrai un peu partout, par les 2-3 premières années. Ce qui s'est passé, ce que tu as vu pendant ce moment-là.
quel type d'action, voilà. Et moi, j'ai commencé à investir. Alors, je suis désolé les petits jeunes, hein, mais j'ai commencé à investir quelque chose comme en peut-être 97, 98, bon bref. Et puis après, je me suis tapé, moi comme plein d'autres, le dégonflement de la bulle Internet quand je commence à avoir un petit portefeuille en 2000-2001. Et j'ai vu tous mes copains, on était étudiants en finance, tous mes copains lessivés sur des petites boîtes Internet qui sont tombées à zéro et ne plus toucher à la bourse pendant 20 ans. Et moi, ayant démarré par une bulle, je sais que je fais très très attention à ça. Pour tous ceux qui sont arrivés par exemple pendant le Covid et qui ont vu les opportunités qu'il pouvait y avoir pendant une crise, je pense qu'il y a toute une génération, en plus une génération qui a bien réagi pendant le Covid, faut avouer, il y a toute une génération qui va profiter des crises, des creux, etc. Donc moi, je sais que j'ai le côté bulle, je l'ai malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais tatoué en moi. Donc moi, je suis vraiment... Mais je trouve ça bien qu'un Félix, par exemple, arrive à profiter de ça, parce que moi, je suis incapable. T'as déjà été dégoûté, Félix? Ouais. Genre vraiment dégoûté? Moi, tu vois, j'ai commencé en 2016, et c'était juste, ça a été juste avant un petit peu l'envolée des technologies. Et dégoûté, moi j'ai perdu de l'argent à ce moment-là parce que moi j'ai utilisé du levier, etc. à l'extrême et j'ai fait des grosses conneries. Mais moi je l'ai plus vu comme même si ça fait pas plaisir de perdre de l'argent, tu vois, j'ai perdu à peu près 20 000 balles. Moi je l'ai vu comme un apprentissage. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur l'investissement, et même si la leçon est relativement chère, j'en ai tiré bien plus. Donc là-dessus, oui, dégoûté, pas vraiment, puisque j'en ai fait quelque chose, tu vois. Voilà. Ça répond à ta question, ouais. Victor. Et je pense que c'est parce que tu avais un business à côté et que tu avais une manière de faire rentrer d'autres ronds. Alors que des gens qui se sont mis en danger pour investir dans des trucs spéculatifs et qui ensuite crament tout, ça doit être beaucoup plus difficile après de remonter sur le cheval. C'était le début, Victor. Moi, vraiment, c'était là, à cette époque-là, c'était le début. Je commençais seulement à faire du freelancing, tu vois. Donc j'étais salarié de l'Église catholique de Suisse avec l'orgue. Je commençais à travailler pour Stan. J'ai commencé à travailler pour Antoine, mais c'était tout petit au début, tu vois. Et mais c'est plus un état d'esprit, tu vois, sur le rapport au risque et à l'apprentissage surtout qui m'a... j'aurais pu me dire, tu vois, j'ai perdu 20 000 balles, j'arrête complètement, tac. Est-ce que vous avez des investissements cyniques? Des investissements où vous savez que c'est pas ouf d'investir là-dedans parce que voilà, c'est pas quelque chose que vous voulez soutenir, mais ça rapporte, donc vous investissez quand même. Moi, j'ai que ça. Donc, les autres toi, moi, j'ai que ça. Mais ça, c'est horrible. On en parle souvent avec Xavier. Vas-y, je te laisse parler de ça, Xavier. Moi, j'ai très honte. J'ai très honte, mais je vais le dire quand même. J'ai du Lockheed Martin, donc voilà, qui font pas des jouets pour enfants. Et attends, en fait, je sais pas ce que c'est. C'est des armes. C'est des armes. C'est une boîte d'armement américaine qui font des chasseurs, qui font des missiles, des bombes, tout ce que tu veux. Et en fait, j'en ai acheté au début de la guerre en Ukraine. Ça a été un très très bon investissement pendant quelques mois. Et en fait, je me suis dit, pareil pour les commodities, tu vois, les matières premières, j'en ai aussi un petit peu. Et en fait, malgré tout, même si on n'aime pas ça, c'est ces investissements-là qui nous protègent quand il y a des problèmes dans le monde. Et c'est ça qui est horrible, si tu veux, c'est que si tu veux avoir un portefeuille qui est vraiment diversifié et si tu veux pas te faire défoncer quand tu as un problème géopolitique, il y a malheureusement que ça. Alors voilà, je suis pas fier. J'ai hâte de revendre cette position. D'ailleurs, j'ai un ordre de vente dans le marché, mais c'est pas très joli. Je trouve que c'est dur comme question. C'est dur comme question parce que toutes les boîtes, tu peux les regarder parce qu'elles font de mal, tu vois. Et moi, tu vois, il y a des secteurs dans lesquels je rentre pas pour des raisons idéologiques, tu sais. Par exemple, je suis pas dans le luxe. Et donc, je sais que je me coupe, surtout, tu vois, quand t'es en France, t'as des boîtes comme LVMH, comme Hermès, enfin, ce genre de trucs. Enfin, c'est génial. Tu te dis, mais tu devrais être dans des boîtes comme ça. Mais moi, je suis pas dessus parce que j'arrive pas à me dire que c'est un bon plan de vendre des sacs à main et surtout que c'est souvent des pauvres qui veulent avoir l'air riches qui achètent ce genre de trucs. Donc moi, je suis pas dedans. Je sais qu'en faisant ça, je me coupe d'un secteur qui est hyper performant et en plus, je pourrais me raconter qu'en fait, c'est cool.
Tu vois, c'est vachement bien. C'est une création de valeur incroyable d'être capable C'est de. bien, moi je trouve. Hein. Moi je suis pour le luxe. Je trouve que c'est Bah oui. vachement éthique. C'est des gens. C'est tu vois, mieux que la des fast gens. fashion, tu vois. Mais oui. Souvent, c'est du travail bien fait. Alors, ça dépend des boîtes, mais tu prends Hermès, par exemple, c'est du travail bien fait. C'est énormément de gens qui travaillent à la main. En France, ça crée des emplois vraiment de qualité, des emplois de passion en France. Et en plus, c'est beaucoup d'exportation. Donc, on vend ça à des gens, à des Chinois, à des Indiens, à des Qataris, qui sont ravis de pouvoir porter des créations françaises, qui exportent le savoir-faire local et qui ont les moyens de se le payer. Tu vois, c'est pas comme si on escroquait des petites vieilles, tu vois, qui avaient une petite retraite, quoi. Donc, non, je trouve ça. Moi, en vrai, je trouve que le luxe, on critique parce que c'est ostentatoire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un des domaines dans lesquels tout le monde est content. Bon, après, on fait aussi des élevages de crocodiles et tout. Il y a des trucs un peu bizarres, tu vois, mais ouais, dans mais l'ensemble, c'est mieux que de les chasser. Enfin, tu vois, tu peux toujours te raconter ce que tu veux sur tes investissements. Pour moi, c'est ça le point. C'est que quand tu commences à regarder ton portefeuille avec un regard éthique, enfin, tu vois, moi j'ai Starbucks, tu vois. Tu pourrais dire, ouais, Starbucks, c'est un vendeur de sucre, etc. Mais moi, ce que je me dis, c'est que est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où il y a des Starbucks? Bah ouais. Moi, j'aime bien, tu vois, quand je suis en voyage, quand je prends les transports en commun, etc., quand je prends les avions, les méchants avions, je suis content qu'il y ait des Starbucks dans les aéroports, tu vois. Donc, pour moi, j'ai quand même cette réflexion-là. J'essaie de me projeter, je me dis, est-ce que je suis content quand je passe à côté de ces entreprises, est-ce que je trouve ça agréable, est-ce que je trouve ça sympa, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde où il y a ces entreprises? Donc, c'est la manière dont je vois mon portefeuille, et je trouve que ça, c'est plus important que le regard des autres, tu vois. Parce que moi, je m'en fous que quelqu'un me dise bouh, t'as du Starbucks, bouh, t'as du Coca-Cola ou je sais pas quoi. Moi, j'aime bien. Par contre, je mettrai pas du cynisme dans mon portefeuille, tu vois, parce que je trouve que si tu fais un geste cynique, tu vois, du type je rentre là-dedans, mais je sais que c'est mal, tu vois, et que tu te plantes complètement, je trouve que t'as la double peine. Non seulement tu t'es planté, mais en plus t'as un peu trahi tes valeurs. Donc voilà, c'est ce que je dirais sur ce point. Félix, t'as des choses à nous avouer? Ouais. Moi, ma thèse d'investissement, c'est que pour avoir des investissements qui sont résilients, il faut toujours que, moi j'appelle ça, c'est la théorie du vice, c'est qu'il faut que d'une certaine manière, ça touche le côté sombre de l'âme humaine, tu vois, et que ça, c'est impermanent, tu vois, c'est quelque chose qui est impermanent. Et donc, c'est résilient. Et donc, moi, dans tous mes investissements, bah, il y a une partie un peu dark. Et je le vois, moi, je le vois plus d'un point de vue un peu de gauche, c'est-à-dire, tu vois, ces boîtes-là, que tu sois là ou pas, elles vont continuer à être là. Et t'as pas un impact tellement en étant dans l'aventure entrepreneuriale. Que si finalement les boîtes font des augmentations de capital, donc lèvent de l'argent en émettant des actions, mais si c'est pas le cas, en fait, que tu sois là ou pas, il y a quelqu'un d'autre qui va entre guillemets toucher ces revenus-là. Et donc, d'un point de vue un peu cynique, mais aussi se réapproprier finalement l'argent du mal. Je le vois comme ça, tu vois. Et donc moi, ça me fait, tu vois, acheter des secteurs. Bah tu vois, Meta, c'est le côté zombie du téléphone, des gens qui scrollent, etc. Voilà, la clope, enfin tu vois, que des trucs, voilà, un peu dark. Moi, j'ai du charbon, bref, on peut en parler. Charbon chinois. Exactement, ouais. Allons-y. Il tanne tout le monde, Félix, pour nous faire acheter du charbon chinois, il est relou. Moi, j'aime bien investir dans des trucs que j'utilise, enfin dans des boîtes desquelles je suis client. Parce que j'ai l'impression, c'est peut-être juste bête et psychologique, mais j'ai l'impression de revenir un peu, enfin de récupérer une partie de mon argent. Je suis un gros client Apple et c'est aussi ma plus grosse action en bourse, évidemment parce que je crois en l'entreprise et je pense qu'elle va continuer à se développer. Mais aussi, il y a une partie de moi qui dit bon, bah c'est bien, j'ai dépensé beaucoup d'argent chez eux, maintenant c'est eux qui me donnent un peu d'argent, j'ai mes petits dividendes et tout. Donc il y a ce truc-là de un peu irrationnel de se dire bon bah j'ai mis de l'argent là-dedans, ils me le rendent quoi. Vous êtes tous en France, non sauf Félix pardon. Xavier et Victor, je reviendrai peut-être un jour. Ah bon, c'est bonne nouvelle. Là, la Roumanie, les taxes montent là, ça quadruple, donc voilà. Bref, je te laisse reprendre. Xavier et Victor, vous qui êtes quand même vachement intéressés par la fiscalité, par l'entrepreneuriat, par la fiscalité, vous avez tous les deux décidé de rester en France, en tout cas pour l'instant. Beaucoup d'entrepreneurs, en plus vous pourriez partir parce que vous bossez 100% online, donc vous n'êtes pas dépendant d'une localisation géographique. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, vous avez fait le choix de rester en France, Xavier ?
En fait, pour moi, le choix, il est un peu évident parce que c'est bizarre, les gens me connaissent par la création de contenu. Tu vois, donc tu me décris par la création de contenu. Mais en fait, la création de contenu, c'est venu dans ma vie un petit peu par hasard et je fais pas ça pour gagner de l'argent. Et je pourrais gagner facilement 3 fois plus, je pense, du jour au lendemain si je mettais en place certaines choses. J'ai pas forcément envie de le faire. Moi, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de maximiser mon bonheur, mon bien-être, celui de ma famille, etc. Et je m'imagine pas une seule seconde me retrouver à Dubaï avec 50 degrés, tu peux pas sortir dehors, t'as pas un arbre. Voilà, je sais pas. En fait, je suis là où j'ai envie de vivre. Et pour le moment, je me vois pas partir, quoi. Tu vois, là, je pourrais te faire un discours pour me faire bien voir. Je pourrais dire un truc, c'est du type, c'est parce que j'aime passionnément mon pays. Enfin, tu vois, c'est vrai. La culture française, ça me parle. J'adore les paysages en France, la famille. Tu vois, pour moi, c'est super important. C'est super important d'être à côté de ma famille. Mais j'ai pas envie de tenir un discours comme ça parce que je pense que c'est sain que les gens puissent aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour moi, c'est super important. C'est super important que les gens se sentent pas complètement enfermés, qu'ils se disent pas, tu vois, la loyauté, c'est une valeur qui est importante. Mais si t'es loyal à un pays qui, enfin, tu vois, en France, le jour de libération fiscale, c'est vers mi-juillet. Donc ça veut dire que, enfin, quand tu payes des impôts et quand t'es entrepreneur, que tu te payes des salaires, etc., tu payes quand même pas mal d'impôts. Ça veut dire qu'il faut attendre la moitié de l'année pour bénéficier pleinement des fruits de ton travail. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui vont pas. Et plus tu es capable de circuler, plus tu es capable de voyager, plus tu es capable de te dire, bah voilà, je vais revenir dans mon pays et peut-être dire, là-dessus, on déconne un petit peu. Là-dessus, il faudrait peut-être revoir le curseur. Donc, c'est très important, en fait, de pas être dans son pays pour des raisons qui sont trop, tu vois, trop, disons, éthérées, tu vois, pour des bons sentiments. On fait rien de bien avec des bons sentiments. Il faut au bout d'un moment se dire, j'ai envie d'aimer plus mon pays. Et moi, j'aimerais plus mon pays si ça devenait un pays qui est plus propice aux entrepreneurs. Et je trouve qu'il y a en ce moment une espèce de culpabilisation systématique des gens qui se disent, mais peut-être qu'il y a des endroits où on me traiterait mieux. C'est très important de garder ça à l'esprit parce que c'est quoi le contraire ? Le contraire, c'est un pays qui t'empêche de circuler, qui t'empêche de sortir et même qui va commencer à t'empêcher de croire qu'il y a peut-être mieux ailleurs. Et donc, si on en arrive là, si le simple fait d'émettre cette pensée, de dire, bah, peut-être qu'il y a des pays où on va me traiter mieux, après, on te fait passer pour un mauvais citoyen, on te stigmatise, je pense que c'est pas bien. Je pense qu'on arrive dans une phase qui va être très intéressante avec l'explosion du télétravail et des indépendants. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont une liberté géographique. C'est la mise en compétition des pays pour capter ces gens-là. Parce que ces gens-là, en fait, c'est quand même des gens qui souvent ont pas mal d'argent, qui peuvent rapporter pas mal d'argent au pays. Et on le voit de plus en plus des pays qui aménagent. Tu sais, il y a l'Estonie qui a fait un visa digital nomade. Bon, c'est un peu du marketing. Mais en tout cas, des gens qui mettent en place, enfin des pays qui mettent en place des stratégies pour faire venir cette catégorie de personnes. Et je pense que c'est bien. Parce que le moment où les pays commencent à être mis en compétition, c'est un peu comme dans le marché des entreprises. À partir du moment où il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de service, il n'y a plus de qualité de service. Et quand il y a de la concurrence, d'un coup, ça commence à s'améliorer. Tu as tous les produits qui commencent à s'améliorer. Et je pense que c'est bien justement que je suis d'accord, je te rejoins Victor, dans le sens où je pense qu'il ne faut pas juger les gens qui quittent la France. Moi, je porte aucun jugement dessus. Et je pense qu'il faut voir, la raison pour laquelle je reste en France, c'est parce que je suis prêt à payer le loyer par rapport à ce que j'ai en retour. Je vois ça comme un loyer. Le loyer, il est relativement cher en France, mais en retour, je trouve que j'ai une bonne qualité de vie, j'aime bien la culture, j'aime bien la bouffe, j'aime bien les gens, etc. Donc moi, je suis prêt à payer ce loyer-là. Mais le jour où c'est plus intéressant pour moi, où je paye trop cher le loyer par rapport aux prestations que j'ai en retour, j'aurai aucun problème à m'expatrier, à aller dans un pays qui a mis en place une meilleure stratégie pour attirer les gens comme nous. Et je pense qu'en effet, c'est bien de garder cet esprit critique et de garder cette possibilité de faire partir les citoyens, parce que c'est ça qui force les États à rester compétitifs les uns avec les autres et à pas se transformer en une sorte de système totalitaire où on impose la même chose à tout le monde et on ferme les frontières pour pas que les gens s'en aillent, quoi. Le principe du rideau de fer pendant la guerre froide, c'était vraiment le symbole de l'échec du système communiste. C'était, les gens veulent partir, donc c'est pas top, donc on va mettre un mur, on va les empêcher de partir. Et en fait, le jour où ils ont dressé le rideau de fer, c'était terminé, ils avaient déjà perdu en fait. Et je pense que c'est important d'avoir cette liberté, de garder cette liberté, quoi. Mais tu vois, ce qui est dur, je trouve, dans le monde dans lequel on vit, c'est que
on a tous un seuil. Là, je vous rejoins, on a tous un seuil au-delà duquel on part. Mais les gens qui sont au bas de l'échelle, ce seuil est hyper élevé. Ce seuil est très élevé parce qu'ils ne parlent pas anglais. Même changer de ville, pour eux, c'est trop. Ils ont fait qu'un seul boulot dans l'usine du coin. Moi, je caricature un peu, mais vous avez compris l'idée. Et finalement, il n'y a que les gens les plus riches ou les plus éduqués qui peuvent se permettre de partir. Et donc, on peut mettre une pression, notamment fiscale, sur les gens, à quasiment 50%, comme le disait Victor, et personne ne va partir, ou les seuls qui peuvent partir, ça va être évidemment les digital nomades ou d'autres personnes qui sont plus flexibles parce qu'ils sont riches et éduqués. Donc, je trouve ça assez dur parce que je trouve qu'on a atteint un seuil où ceux qui souffrent beaucoup de la pression fiscale, c'est la classe moyenne. Et cette classe moyenne, elle a déjà un petit peu ce rideau de fer dont vous parlez. Ouais, je trouve que c'est dramatique. Enfin, t'as des gens, ils se tapent la double peine, quoi. T'as les impôts parmi les plus élevés au monde, et t'as plus rien en face, tu vois. Parce que l'hôpital, c'est plus que c'était, l'éducation, c'est plus que c'était, donc tu te demandes, mais où va l'argent, quoi. Et ouais, c'est assez difficile. Mais je pense qu'on a... Tu vois, le fait d'être capable de voyager, d'avoir conscience de ce qu'il y a ailleurs, on a un rôle aussi là-dessus. Moi, je pense que c'est important de pouvoir faire passer l'information et qu'il y ait des gens qui soient motivés à se dire, bah, c'est possible d'aller voir ailleurs. Et tu vois, je pense que si tu reviens en France, c'est parce que tu sais qu'il y a des bonnes raisons. Donc, t'aimes d'autant plus ton pays que t'as été capable de circuler un petit peu. Ouais, bah moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Moi, c'est vraiment... j'ai voyagé un peu partout, et vraiment la raison pour laquelle je suis toujours en France, c'est que à aucun moment je me suis dit je serais plus heureux ici qu'en France. Et je pense que beaucoup de gens aussi se rendent pas compte moi j'appelle ça la qualité de vie. Alors évidemment la qualité de vie ça dépend aussi de tes revenus, et on peut pas forcément se le payer. Et c'est vrai que si tu as un petit revenu et que tu peux être digital nomade, tu vivras probablement mieux en Thaïlande ou tu vois, dans des pays où le coût de la vie est moins cher. Mais sinon, en termes de qualité de vie, c'est-à-dire tu sors dans la rue, c'est joli, tu as des petits commerces. À Dubaï, il y a pas de... tu peux pas te balader, par exemple, ça n'existe pas. Il y a que des destinations, des condos climatisés, des centres commerciaux. Mais il y a pas de... Pour moi, il y a zéro qualité de vie là-bas. 4 mois par an, il fait 50 degrés, tu peux même pas survivre en extérieur. Et ça, c'est quand même des paramètres à prendre en compte. Et pour moi, il y a d'autres paramètres qui sont importants, comme ceux de l'ouverture, la tolérance, enfin le côté libéral social du pays, qui pour moi me fait me sentir plus en sécurité que dans des pays à moitié totalitaires ou complètement totalitaires, où si on te retrouve, je sais pas, avec un pochon de drogue dans ta poche, même si c'est pas toi qui l'a mis là, tu vas en tôle, quoi. Pour moi, c'est des critères, ça fait partie des critères qui font que je reste en France, mais c'est pas des critères liés au fait que je pense qu'il faut être patriote. Non, c'est des critères liés au fait que je me sens mieux en fait ici, tout simplement. Félix, toi t'es en Roumanie? Ouais, bah est-ce que tu peux me poser une question, parce que sinon je vais partir en roue libre. Si tu me lances sur ce sujet, moi je commence à partir en roue libre, donc il faut que tu me cadres là. Mais t'es un bon défenseur, toi t'es un bon défenseur, Félix, de la Roumanie. Il faut défendre la Roumanie parce que c'est vrai qu'on en a l'opinion globale, je pense, de la Roumanie n'est pas très élevée. Quand j'en parle à des amis qui connaissent pas, ils disent oh putain le pauvre, quoi. Et en fait, je pense que c'est pas ça du tout. Donc tu peux défendre un peu ton choix. Ouais, moi mon histoire là-dessus, moi je suis venu pour les impôts et j'y suis resté pour d'autres raisons. Et là, la Roumanie, là, entre le moment où je suis arrivé et maintenant, les taxes ont fait x4, tu vois. Donc c'est quand même un truc important. Aujourd'hui, on va retomber là au 1er janvier 2024 à des niveaux de taxation qui sont normales. Et je vais quand même rester, mais je vais rester pour des raisons de qualité de vie, de valeur. Voilà, moi je suis un peu un libertarien dans l'âme, et en fait c'est un truc qui se retrouve dans l'âme roumaine. Voilà, t'es seul, tu dois défendre ta famille, l'État est là pour te piquer de l'argent. C'est un truc qui est vraiment là dans la culture après finalement la chute du communisme, quoi. Et donc voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un ici, donc j'ai fait ma vie ici, donc je vais rester. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'à l'époque, moi j'étais artiste. J'avais pas un rond, et pour moi, j'avais un désir d'émancipation qui était tellement grand
je me disais que voilà, être taxé sur son revenu, sur les sociétés, etc., c'était un frein à l'émancipation qui était énorme. Et moi, j'ai fait le choix de me dire pendant une période, voilà, de 3 à 5 ans, je vais aller dans un pays pour finalement capitaliser au sein d'une société, et ça me donnera le choix d'aller où je veux, et peut-être de revenir en France à un moment donné, ou de rester sur place. Et voilà, aujourd'hui que maintenant, j'ai un capital qui me permettrait finalement de vivre, comment dire, très modestement en arrêtant tout, par exemple. Je me sens beaucoup plus libre de mes choix que comme quand j'étais organiste, payer 40 euros la messe, et à penser que la seule option d'émancipation, c'était de manifester, et voilà, tu vois. Donc voilà, ça a été un choix, et je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui, et voilà. Et voilà. Soit je resterai ici parce que je me sens bien, soit je reviendrai en France à un moment donné. Mais c'est sûr que la sensibilité à l'impôt, c'est pas la même quand t'as déjà peut-être soit un capital soit familial, même culturel, plus important, que quand tu viens vraiment d'en bas, quoi. Comme c'est. Et donc voilà. Ok. Donc là, on passe à un discours ultra politique, mon truc, mais tu verras quand tu auras une chaîne avec 300 000 abonnés, la sanction est immédiate. Je pense qu'on a un petit biais quand même, les entrepreneurs, c'est que on a tendance à vouloir tout résoudre par l'action individuelle, et on a tendance à vouloir résoudre tous nos problèmes par l'action individuelle. En disant j'aime pas ce pays, je vais même pas essayer de le changer, genre juste je me casse et puis on n'en parle plus, quoi. Et ça a tellement, mais je pense que c'est un biais qui est lié au fait que de ce qu'on a construit, en fait. Notre entreprise a tellement changé notre vie, les décisions qu'on a prises individuellement ont tellement changé notre vie qu'on se voit même pas essayer de passer par un autre domaine. Et c'est pour ça que tu verras quasiment jamais des entrepreneurs manifester, parce que pour eux c'est juste inefficace. C'est pas forcément qu'ils sont philosophiquement contre, c'est que pour eux c'est la stratégie la plus inefficace pour changer radicalement sa vie, son quotidien. Et je pense que c'est pour ça que le digital nomadisme, c'est un truc qui marche plutôt bien avec les entrepreneurs. Après, moi, il y a un truc qui me fait pas envie avec le fait de bouger pour des raisons fiscales, c'est que, comme tu dis, Félix, ça change tout le temps. Et j'avais pas mal d'amis comme ça qui sont passés d'un pays à un autre pays, à un autre pays, à un autre pays. T'es toujours la tête dans les bouquins, à regarder les nouvelles lois, les nouveaux trucs, toujours en plein déménagement. Et c'est difficile d'avoir un chez-toi, quoi. Et je pense que quand même pour beaucoup de gens, c'est important. Et d'ailleurs, Félix, c'est ce que tu es en train de faire finalement en Roumanie. Et pour beaucoup de gens, c'est quand même important d'avoir un chez-soi, de savoir quand est-ce qu'on est chez nous. Tu vois, ne serait-ce que pour le fait de se sentir bien mentalement, d'avoir un endroit où on se sent simplement à la maison, quitte à en accepter les défauts. T'as fait Londres et la Suisse, Xavier, hein, c'est ça ? Oui, j'ai fait beaucoup plus la Suisse que Londres. Et pour moi, la Suisse, c'est quand même un petit paradis, hein, il faut le dire. Je pense que c'est la taille du pays qui veut ça. Et en fait, ils ont tellement bien compris comment devrait fonctionner la politique que même la Suisse, c'est trop gros. Donc, il y a énormément de législation qui est faite au niveau cantonal, ce qui fait que les discussions politiques, c'est des discussions qui te touchent dans ton quotidien. C'est est-ce qu'on fait une sortie d'autoroute à tel endroit ? C'est est-ce qu'on construit un stade ici? Donc il y avait la votation sur les cornes des vaches. Moi, je me souviens quand j'étais en Suisse, ils votaient pour réfléchir sur les subventions liées à des paysans qui avaient des vaches à cornes parce que c'est dangereux, etc. C'est pour montrer l'implication citoyenne. Il y a beaucoup moins de crispation politique grâce à ça, parce que les gens se sentent plus impliqués, ils ont moins l'impression de subir la politique des autres, quoi, j'imagine. Bien sûr, et tu votes beaucoup plus, et tu sais où vont tes impôts, vu que c'est très local. Si tes impôts, ils vont pour un nouveau tram ou pour une nouvelle autoroute, ou peu importe, c'est du concret, en fait. Et nous, on est déjà un pays qui est beaucoup trop gros. Et une chose que je regrette, c'est, je sais pas pourquoi, mais en France, t'as aucun... Alors, bon, quand on a le mot entrepreneur, en général, on pense à des petites boîtes, mais même tu n'as aucun chef d'entreprise qui bascule dans la politique. Alors qu'aux États-Unis, c'est un classique. Alors, on pense tous à Trump, mais il n'y a pas que Trump. La plupart ont eu un parcours dans le privé, et pas à la Macron où on fait quelques années chez Rothschild. Un vrai parcours dans le privé où ils ont monté des boîtes. Et je pense alors il ne faut pas ça en permanence, mais je pense qu'en France, on aurait un entrepreneur ou un chef d'entreprise à la tête de l'État juste pendant un mandat. Je pense qu'il
pourrait, s'il est pas menotté, je pense qu'il pourrait mettre un bon coup de balai sur certains trucs parce que c'est très mal géré, c'est un gâchis énorme. Mais je sais pas pourquoi on n'a pas plus pourquoi le business et la politique sont aussi loin. Je sais pas, vous aimeriez être à la tête du pays, vous? C'est le pire job que tu puisses imaginer, un truc comme ça. C'est cauchemar, tu vois. Les discussions politiques, c'est frustration sur frustration, et chaque décision que tu prends, de toute façon, t'as la moitié des gens qui t'éclatent, et vu qu'il y a un biais de négativité, c'est ça que tu reçois le plus. Non, je trouverais ça terrifiant. Ouais, c'est un sacrifice. Il faut avoir un putain de... Ouais, non seulement c'est un sacrifice, mais faut être extrêmement solide mentalement pour résister à cette vague de haine et avancer et mettre en place ton programme et résister à la mauvaise foi, aux insultes, aux attaques. Moi, je sais que même à petite échelle, même les maires, tu vois, ça dépend, si t'es maire d'un petit village, ça peut aller, tu vois, mais même les maires se prennent quand même parfois un flot d'injustice dans la gueule où tu dis... c'est quelque part, il y en a, c'est des héros, tu vois, parce que parfois ils font ce qu'il faut et ils sont récompensés à postérité, quoi, tu vois, après, parce qu'après tout le monde se dit ouais, c'est ce qu'il fallait faire, mais sur le moment, c'est un combat, tu te reçois des lettres de menaces de mort et tout, enfin, c'est tellement plus intense qu'être chef d'entreprise, alors que chef d'entreprise, tu as quand même de grosses responsabilités, tu peux faire des trucs de fou sans avoir le flot de haine qui va avec, quoi, parce que tu n'as pas un impact direct sur la vie des gens et donc les gens t'en veulent moins que si c'est toi qui fais les lois, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien être député. C'est peut-être le seul, surtout pas président de la République ou faire partie du gouvernement, etc. Mais quand même, député, tu es dans l'arène, il y a des débats, tu as des prises de parole, tu dois voter. Et ouais, je sais pas. Moi, je me passionne moi d'écouter. Alors, j'écoute du contenu politique de tous bords. J'essaie de regarder des gens, des vidéos de gens qui sont vraiment pas d'accord avec moi, etc. Et je regarde assez régulièrement l'Assemblée nationale, voir les débats, etc. Moi, ça me passionne. Ouais. Donc pourquoi pas député. Faudrait qu'on parle un petit peu de votre podcast Chercheurs de valeur. Comment vous avez eu l'idée de créer ce podcast? L'idée de l'angle, tu veux dire, ou de... Ouais, mais en fait, ça m'intéresse que vous avez un format en plus qui évolue. Vous intégrez, parfois, vous avez fait des épisodes spéciaux autour d'une idée. Je trouve que votre podcast, en fait, depuis le jour 1, il était assez bien construit. Et comme moi, j'essaie de lancer mon truc aussi, j'essaye de voir justement comment vous avez construit ça, quoi. Le nom, c'est Xavier qui l'a trouvé déjà. Et donc, je pense qu'on s'est, avec Xavier, on s'est un peu rencontrés à mi-chemin. Enfin, je parle pour toi, après tu me corriges, mais je pense que ce qui était intéressant pour Xavier, c'était peut-être de s'ouvrir à d'autres thématiques que la finance. Et moi, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir parler beaucoup plus de finance, et puis tant qu'à faire avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc c'est ça l'angle du podcast. Et la manière dont on travaille, c'est assez simple. C'est en fait, on part sur une idée, on échange sur WhatsApp, on va se dire tiens, ce serait marrant qu'on fasse un sujet sur telle ou telle chose le coup d'après. Et moi j'ai un Google Doc et je note mes pistes de réflexion. Et ce qui est génial quand t'es deux, tu vois, le format où t'es deux, c'est que tu peux vraiment te reposer sur l'autre. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que le temps de préparation prend assez peu de temps, parce que tu sais que c'est un duo. Et donc, tu vas lancer des idées, l'autre va réagir, ça va te donner des idées. Et donc, je trouve qu'en termes de préparation, c'est super agréable. Et sinon, je pense que le concept général, moi, s'il y a des idées qui sont importantes pour moi, ce serait peut-être, il n'y a pas que la bourse dans la vie, tu vois. Même si tu es absolument passionné par la bourse, il faut marteler toujours que c'est pas avec la bourse que tu deviens riche. Tu deviens riche en étant capable de développer des belles connaissances et des belles compétences. Et c'est pour ça que, de temps en temps, on va faire des podcasts qui ressemblent plus, avec des gros guillemets, à du développement personnel, où on va plutôt réfléchir à notre expérience au sens plus large, même s'il y a évidemment toujours cet objectif de, une fois qu'on a gagné de l'argent, comment on fait pour le faire fructifier. Xavier, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi je trouve que ce qui est sympa, et là, je ne sais pas si c'est un coup de bol ou si c'est bien vu, c'est d'être parti sur cette notion de valeur ajoutée dès le début. Parce que déjà, c'est hyper large. Plus le podcast avance, plus on se rend compte à quel point tu peux créer de la valeur dans ton potager, pour parler
d'un point que Victor aime beaucoup et moi aussi. Tu peux créer de la valeur. Moi, je parle de mes panneaux solaires parce que je trouve ça sympa comme aventure à faire. Tu peux créer de la valeur en te cultivant, en lisant des bouquins. C'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et après, là, idéalement, on essaie de recevoir les auteurs du bouquin dans le podcast. Donc, je pense que oui, il faut faire des choix dans la vie. Et cette notion de valeur, c'est faire des choix et essayer toujours de faire l'effort d'aller là où il y a le plus de valeur ajoutée pour nous et pour les autres, ce qui fait que oui, c'est un format assez libre en fait. Et ça c'est une super idée, je trouve, parce que moi, par exemple, j'écouterais pas l'émission si vous parliez que d'investissement en bourse. Ça m'intéresse pas assez, c'est trop technique. Et d'ailleurs, il y a des épisodes où vous partez dans des sujets assez techniques. Généralement, je les écoute pas jusqu'au bout. Mais quand vous faites, par exemple, un épisode sur la prise de risque et que vous parlez, vous racontez un peu votre vie, vous parlez des moments dans votre vie où vous avez été amené à prendre des risques, les résultats, les leçons que vous en avez tirées. En fait, grâce à ça, vous pouvez capter une audience beaucoup plus large qui s'intéresse pas seulement à la thématique de l'investissement en bourse, mais qui s'intéresse vraiment à vous, à vos personnalités, à ce que vous avez à transmettre. Et j'ai l'impression que la plupart des créateurs de contenu qui ont vraiment des bons résultats, c'est ça, tu vois. Ils vont au-delà de leur thématique, ils ne s'enferment pas dans leur thématique. Ils ont généralement un point de départ. C'est comme ça qu'ils sont fait connaître, mais ils l'élargissent petit à petit. Et surtout, ils transmettent aussi des opinions, des leçons de vie, ils racontent des histoires. C'est une des clés, quoi. Mais là où je suis un peu embêté quand même par rapport à ce que tu dis, c'est que moi, je veux emmener Xavier un maximum sur les sujets finances, tu vois, parce que c'est parce que c'est là-dessus qu'il peut apporter une valeur qui est très différente. Et donc aussi souvent que possible, j'ai envie d'essayer de le pousser à rentrer vraiment dans les mécanismes qu'il connaît, parce que il y en a pas tellement d'autres qui sont capables de faire ça. T'as quand même beaucoup de podcasts finance où t'as l'animateur qui s'y connaît pas tellement, qui fait venir des gens qui discutent, mais tu vois les gens ils font un petit peu de corporate bullshit parce que ils viennent présenter le produit qu'ils ont, ils viennent présenter leur système d'investissement, etc. Et donc effectivement, c'est chouette d'avoir un scope de sujet qui est assez vaste, et on prend beaucoup de plaisir à faire ces épisodes-là. Mais plus on peut pousser Xavier sur les sujets finances, mieux c'est, quoi. Tu distilles, de toute façon, l'expertise dans le podcast. Mais tu prends tous les gros podcasts américains, Joe Rogan et compagnie. Souvent, c'est ça, tu vois, ils invitent des experts, mais ils parlent pas que, tu vois, pour réussir à faire 10 millions au moins peut-être 10 millions d'écoutes par épisode. C'est pas du juste on parle que de son expertise pendant 3 heures, tu vois. On parle aussi d'actualité, on parle de sujets tendances. En fait, ce qui intéresse les gens souvent, c'est d'avoir l'avis de l'expert sur des sujets qui sortent de son expertise. Ce qui est paradoxal, parce que l'avis de l'expert sur des sujets qui sortent de son expertise, généralement, c'est pas le plus intéressant. Mais quand tu vois, quand tu as des interviews sur Alexandre Astier qui t'explique comment faire une bonne série ou comment raconter des histoires, c'est intéressant. Mais quand tu as des interviews sur Alexandre Astier qui t'explique ça, mais qui t'explique aussi son point de vue sur différentes tendances de l'actualité, qui te parle d'astronomie, qui te parle de... là, tout de suite, il y a un truc en plus et tu dis, ouais, mais c'est génial d'avoir son approche sur d'autres sujets, de voir comment il arrive à calquer ce qu'il a appris sur ce sujet, comment il arrive à le calquer sur d'autres trucs. Moi, je trouve que c'est ce qui fait que des podcasts sont intéressants, même si t'es pas passionné par le sujet de base, quoi. Comment vous monétisez le podcast? Il me semble que vous avez des sponsors, et je crois que dès le premier jour, vous aviez des sponsors, si je me trompe pas. Comment ça marche? Parce que moi, pour le coup, c'est un domaine que je connais pas du tout. Comment on fait pour trouver des sponsors avant même de lancer une émission? Alors, nous, on passe par une agence, en fait. C'est une agence qui a été créée par Mathieu Stéphanie, qui a le podcast, et Christopher Simonelli, qui est... mais c'est Mathieu Stéphanie, en fait, il a le podcast à la base Génération Do It Yourself, donc qui est le podcast numéro 1 en business. Et je crois que la manière dont ça s'est passé, et de la martingale aussi côté finance, mais je crois qu'en fait, son podcast était tellement qualitatif qu'il a reçu des demandes de sponsoring de folie. Et bien sûr, avec juste 2 podcasts, tu peux pas. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aggloméré d'autres podcasteurs autour de lui pour. En fait, lui, c'était en tout cas le point d'entrée. Donc, avec vraiment des podcasteurs qui ont un focus business, création de contenu, finance. Ce qui est là où les annonceurs sont prêts à mettre le plus d'argent sur la table. Ouais. Et donc, effectivement, quand on a commencé, on ne savait pas du tout combien d'écoutes on allait faire. Mais voilà, il y avait c'est Realty qui a pris le risque de nous sponsoriser. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ni Victor ni moi n'étions vraiment convaincus par Realty en termes de business. C'était de l'immobilier tokenisé. Tous les deux, on est très prudents avec ça. Ouais. Donc, ce qui était vachement sympa, c'est qu'on est allé avec des pincettes, on a mis un peu d'argent, puis un peu plus, puis un peu plus. On a eu la chance d'interroger plusieurs fois le CEO, enfin le cofondateur.
Jean-Marc Jacobson, qui est quelqu'un de passionnant. Et en fait, ça nous a aussi beaucoup aidé à créer du contenu super sympa et à progresser. Et on était à fond, j'ai trouvé, dès le début, dans la valeur ajoutée, même au travers de notre partenaire. Donc, mais voilà, on est passé par une agence, on n'a pas réinventé le monde. Donc c'est Mathieu Stéphanie qui a créé le network. Qui s'appelle Orso Media. Voilà, c'est Orso Media. Ok, et c'est lui qui... Ok. Et c'est lui qui vous a contacté ou c'est vous qui l'avez contacté? En Ils fait, ont contacté c'est au Xavier. départ... Voilà, c'est Christopher. Il m'a pas trop. En fait, il s'est connecté sur LinkedIn. Il m'a fait une demande de connexion. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, c'est moi qui l'ai contacté par un petit mot, etc. En me disant, s'il s'est connecté, c'est pas pour rien, c'est qu'il veut sûrement discuter. Donc moi, je suis allé vers lui en me disant, bravo, les podcasts, il y en a pas mal que j'écoute. Je suis fan de Génération Do It Yourself, La Martingale, etc. Puis donc ça a démarré comme ça. Mais je pense qu'on se serait rencontrés à un moment parce qu'il y a pas mal de podcasteurs que j'écoute qui petit à petit rejoignent la sphère Orso Media. Donc vous avez eu plusieurs sponsors. Comment ça marche? C'est le network qui vous apporte le sponsor. Il vous passe le script que vous devez lire ou c'est vous qui l'écrivez? Comment ça marche concrètement? C'est un mix des deux. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas des très bons clients parce que on ferait pas la promotion de quelque chose qu'on n'aime pas. Donc ça veut dire qu'on se coupe de pas mal de choses. Et par exemple, la condition pour pouvoir être sponsorisé par Realty, on a dit, on va commencer par investir dessus. Et le PDG, en tout cas le fondateur de Realty va venir et on va lui poser toutes les questions. On va lui poser toutes les questions dans un épisode long jusqu'à être sûr qu'on a bien compris comment ça marchait. Donc il y a vraiment cette dimension-là qu'on ferait pas la promotion de choses qu'on n'aime pas et surtout qu'on est deux. Donc c'est pas possible de forcer la main de l'un pour dire non mais vas-y viens on va gratter un peu de thunes sur tel ou tel sponsor. Non mais c'est hors de question parce que t'as quelque chose qui est beaucoup plus important sur le long terme que les quelques euros que tu vas gratter sur un sponsor à court terme, c'est ta crédibilité. Donc pour nous c'est super important d'une part que y a un sponsor, mais que ce soit pas juste on vous donne de l'argent et bye bye. On veut profiter du fait qu'il y a un sponsor pour pouvoir poser plein de questions, pour pouvoir creuser le business model au maximum et pour pousser les gens à partager ça. Et je vais pas donner de nom, mais des fois. Donc il y a des gens qui jouent complètement le jeu et donc qui viennent et qui sont prêts à vraiment, qui connaissent le truc quoi, qui veulent parler de la mécanique, de comment fonctionne le produit, etc. Et puis des fois on va avoir des gens qui vont être un petit peu plus corporate et donc là on doit les pousser pour avoir des choses qu'on a envie d'entendre parce qu'il y a quand même pas mal dans le secteur de la finance, il y a quand même pas mal de domaines traditionnels où ils ont pas compris comment se faisait la création de contenu. C'est pas une pub. Un podcast, sponsoriser un podcast, c'est une relation avec quelqu'un et l'objectif c'est que l'épisode consacré c'est pas une pub, c'est une véritable discussion qui permet qui leur permet de parler avec le public, de se connecter avec un autre niveau que ce qu'ils pourraient avoir plus simplement. Vous allez plus loin que simplement passer un message du sponsor, vous invitez parfois une personne de l'entreprise pour avoir une interview avec elle et tout, donc vous faites vraiment le truc jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et combien ça rapporte à peu près par épisode, vous pouvez le dire ou pas? Je crois pas qu'on peut le dire, non, il y a pas un truc dans le contrat qu'on a passé où il faut être plutôt... Je sais pas, mais en tout cas, en termes de RPM, on est sur des niveaux qui n'ont rien à voir avec YouTube. Donc on est peut-être à... si je fais parce que nous c'est un peu différent. Nous on n'est pas trop sur le nombre d'écoutes, c'est plutôt un forfait parce que justement il y a ce côté où on va inviter les gens, etc. Mais sinon, pour parler donc il y a un autre modèle que celui qu'on utilise, je crois que on peut assez facilement avoir du 100 € pour 1000 écoutes. Ouais. Donc, à peu près 10 fois plus que sur YouTube, à peu près 10 fois plus. Exactement. Et ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est un public qui est beaucoup plus impliqué. Je pense qu'on est tous écouteurs de podcasts ici, et ceux qui nous entendent, ils savent très bien ce que c'est que d'avoir des gens qui te parlent dans l'oreille pendant que tu es en train de faire ton sport, dans les transports, peu importe, comparé à la vidéo YouTube que tu regardes que d'un œil. Et puis voilà, ou pire maintenant avec les shorts que tu swipes hyper rapidement. Et puis surtout, le sponsoring, moi, c'est ça qui me stressait un peu au début. Tu as le côté jeu, quoi. C'est je recommande. Ça n'a rien à voir, comme le disait Victor, avec une pub. Et récemment, donc j'ai été contacté pour un sponsoring d'une plateforme qui est sûrement bien pour certaines personnes, mais moi qui me plaît pas, les frais sont trop élevés, etc. Et il poussait un petit peu en disant mais non, mais il faut que tu écoutes, il faut que tu parles avec le CFO, etc. Ils vont t'expliquer tout ça. Mais je dis non, moi je me vois même pas mettre 1000 € là-dedans. Comment je peux passer un message
pour vantant ça, si moi je suis même pas prêt à le faire, ou si je le fais en me disant je vais peut-être le paumer, c'est pas possible. Donc c'est peut-être ça le frein, c'est qu'il faut, et c'est ce qu'on fait avec Victor, il faut vraiment trouver des partenaires qui soient des partenaires et pas juste quelqu'un qui vient faire son marketing sur la chaîne, quoi. Et je pense donc pour les gens qui voudraient financer un podcast, en fait, vous pouvez démarcher les gens vous-même, évidemment. Le problème, c'est que le format d'affiliation classique, ils vont regarder l'audience. Et un podcast au début a pas d'audience. Donc là, si tu crées un podcast, faut aller vers les partenariats que tu as déjà, les choses que tu as déjà poussées, les produits que tu as déjà utilisés depuis longtemps et ceux avec lesquels tu as une certaine relation de long terme, et leur dire, je suis sur ce nouveau projet, j'ai un podcast, comment on peut s'arranger pour le financer. Et je pense que c'est la manière la plus simple. Antoine, t'as envie de faire financer Yum alors? C'est ça. Non, moi j'ai toujours pas trouvé de truc plus rentable que la vente de formation pour l'instant. Donc je reste là-dessus, mais c'est vrai que sur les podcasts, le truc je me souviens, ça m'avait choqué à l'époque. Alors je suis pas sûr d'avoir le chiffre exact, mais en tout cas c'était un chiffre choquant. Ça devait être il y a, je sais pas, entre 5 et 10 ans. Et à l'époque, le gros podcast américain, c'était le podcast de Tim Ferriss. Et j'avais appris que par épisode, il faisait quelque chose comme, je sais pas, entre 70 et 100 000 euros de sponsors. Donc il y avait genre 2-3 minutes de sponsors au début de chaque épisode. Il poussait bien, hein. Vraiment, c'est un vendeur, hein, Tim Ferriss. Donc vraiment, il poussait à mort. Et je m'étais dit quand même, tu vois, 100 000 balles par épisode. Il y avait un épisode par semaine. C'est dingue. 100 000 balles par épisode pour des sponsors. Et en fait, le gars expliquait que c'était infiniment plus que ce qu'il pouvait gagner sur les autres plateformes ou ce qu'il pouvait faire sur YouTube. Il y avait vraiment, c'était à peu près x10 aussi, voire plus en termes de revenus. Donc ça m'avait marqué, et je m'étais rendu compte aussi que même un gars comme Tim Ferriss qui a ses propres produits, qui a ses bouquins, etc., ça reste rentable pour lui de faire les sponsors. Et les Américains, ils font toujours la totale. C'est un truc qui me fascine chez les Américains. Ils ont aucun problème avec la vente, avec le marketing, tout ça. Et donc, tu as des Américains, ils ont des bouquins, ils ont des formations, ils ont de la pub, ils ont des sponsors, et ils font tout ça en même temps. Et tu te dis, mais je sais pas combien ils font à la fin du mois, mais à mon avis, c'est des sommes qui sont colossales. Tu prends des mecs comme Ryan Holiday, tu prends des mecs comme Jordan Peterson, ils font la totale. Ouais. Et en fait, jamais ils vont se dire, ah bah non, je vends déjà mes bouquins ou je vends déjà mes formations, donc je vais pas faire de sponsor, ou alors, ah bah non, je fais déjà des sponsors, donc je vais pas vendre des produits dérivés. Ils font la totale. C'est vraiment, ils poussent le business jusqu'au bout, et parfois c'est des auteurs super respectables et tout. Rien à foutre, ils poussent le business jusqu'au bout. C'est la mentalité là-bas, et je pense que ça se développe progressivement en France, mais c'est vrai que moi, ça ne viendrait pas à l'idée, tu vois, de me dire, en plus de mes formations, je vais avoir des sponsors. Si j'en ai, je serais ravi. Si c'est des bons sponsors, je serais ravi. Mais en plus, c'est du travail, tu vois. C'est un autre métier, en fait. Il faut aller les trouver, faut mettre en place la stratégie, etc. Et donc non, je l'ai pas fait. Mais pour les gens qui écoutent l'épisode, là, je pense que c'est important de dire que c'est peut-être pas le meilleur truc pour commencer le podcast. Oui, tout à fait, il faut commencer par avoir une audience. Là, je reçois toutes les semaines, j'ai dans ma boîte mail des propositions de sponsoring, etc. parce que j'ai créé une audience. Et quand j'ai voulu créer une chaîne business et que j'ai voulu être sponsorisé par des boîtes dans ce domaine-là, c'est parce que j'avais déjà une audience, que j'ai pu négocier, que j'ai pu avoir. Donc vraiment, il faut se dire qu'il s'il y a bien un effet cumulé quelque part, c'est dans la création de contenu. Et si on est capable comme ça de faire grandir une audience, il y a plein de manières dont ça va être monétisable. Évidemment que c'est quand même chouette de créer ses propres produits, de vendre ses propres services, mais pourquoi se passer de ça? Surtout si on a envie d'être dans une thématique passion. Tu vois, parce que c'était pas dans une thématique du type comment est-ce qu'on crée un business, si ton kiff c'est, je sais pas, les mangas ou la pêche à la ligne, si tu commences à avoir une audience qui est suffisamment grande, tu vas pouvoir financer ta passion par du sponsoring. Et à ce moment-là, il faut pas hésiter à prendre son téléphone et parler directement avec les personnes qui sont responsables du programme d'affiliation, parce que toutes les marques ont un responsable du programme d'affiliation. Il faut négocier. Faut négocier pour obtenir un taux par lead qui est plus important que ce qu'il donnerait au premier venu. Il y a vraiment c'est un vrai business qui pour moi est intéressant. Ouais. Et c'est vrai que si tu lances ton podcast, t'as pas d'audience, personne sait qui t'es, ça va être très 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 compliqué pour avoir tes premiers viewers, quoi. C'est intéressant l'approche que vous avez eue, et je pense que c'est une bonne approche. C'est chacun a son audience, chacun est connu pour quelque chose. Et c'est cool parce que c'est pas la même chose pour vous, donc vous avez vraiment pu croiser votre audience. Mais Xavier, c'est pour l'investissement, Victor, c'est pour la rhétorique, et en vous associant pour faire un nouveau produit, un nouveau format de contenu,
en fait, chacun amène son audience et vous pouvez créer en fait une nouvelle plateforme, une nouvelle source de valeur aussi pour vos boîtes. Et je pense que c'est une bonne approche, mais c'est sûr que de zéro, très compliqué le podcast et je ne recommande pas forcément aux débutants de se lancer directement dans ce format. Et j'ajouterais peut-être un truc là-dessus, c'est que tu vois, d'ailleurs ça m'avait frappé, tu sais, pour le premier épisode de Yum, tu vois, où donc t'avais, on était quand même des gens, enfin si on additionnait le public qu'on a, tu vois, ça fait du monde, ça fait tu sais 600 000, 800 000 abonnés. Il y avait des gens dans les commentaires qui disaient ça va faire énormément de vues, mais non. En fait, c'est une erreur de penser ça. On n'additionne pas des communautés. Si le produit que vous créez, si les épisodes que vous créez, ils sont pas excellents, ça marchera pas. Il faut pas croire que en fait, maintenant, les algorithmes sont tellement compétitifs que toutes les fois qu'on publie un contenu dans les tuyaux, ça se rejoue. Finalement, l'espèce d'inertie qu'on pouvait avoir avant avec l'espèce d'inertie qu'on pouvait avoir avant par le fait qu'on avait beaucoup d'abonnés, des grandes communautés, ça ne joue plus du tout. Ça ne joue plus du tout. Donc, si on n'est pas capable de faire un bon produit avec c'est les enfants qui arrivent. ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, il faut pas croire que mais c'est aussi un message d'espoir. Ceux qui se lancent, si vous n'avez pas de communauté, choisissez des bons sujets, quoi. Et ça se fait lentement aussi, tu as raison de le souligner. Ça, c'est pas parce que tu invites des stars dans ton podcast dès le premier épisode que dès le premier épisode, ça va être un carton. En fait, ça va se faire progressivement aussi. Il va falloir en fait construire une nouvelle audience qui est en fait l'audience de cette émission, qui vont aimer l'écouter et qui va être individuelle des autres audiences. Et sur ce sujet de la recommandation, juste rapidement sur ce sujet de ce qui est le flux recommandé par rapport au flux des abonnés, j'écoutais la semaine dernière la conf call de Meta pour leurs résultats, j'écoutais Zuckerberg, et il expliquait que, évidemment, Facebook entre autres, mais tout le monde maintenant, ils vont de plus en plus vers de la recommandation générée par l'intelligence artificielle plutôt que vers les abonnements. Et ce move-là, chez Meta, a augmenté le temps d'écoute de 7%. Alors, 7%, ça paraît pas dément, mais je veux dire, Meta arrive quand même c'est de plus en plus difficile pour Meta de trouver de la croissance avec leur nombre d'utilisateurs. Donc, c'est certain qu'on va de plus en plus, et vous le savez beaucoup mieux que moi, les abonnés, ça a beaucoup moins de sens. Et on est de plus en plus sur la recommandation par IA. Et comme le dit Victor, c'est une chance énorme pour les nouveaux arrivants. Et c'est un défi énorme pour ceux qui ont déjà des grosses communautés. Ouais. Et là, dans les épisodes qui marchent le mieux, parce qu'on le voit, t'as vraiment des thèmes qui marchent dans le domaine de la finance. Et moi, quand on regarde les épisodes qui marchent le mieux, c'est un peu décevant. Tu vois, les trucs qui marchent le mieux, c'est de type les 3 meilleures actions pour votre PEA, tu vois. Parce que en France, les gens qui investissent, ils investissent via un PEA. Et si tu parles pas d'entreprise française, ils sont tout de suite perdus, tu sais. Et donc, on pourrait décider de faire la liste des sujets qui ont marché et d'en donner toujours plus. Mais ça aussi, je pense que c'est une erreur. L'objectif, c'est effectivement de se mettre sur le temps long et de se dire progressivement, il va y avoir une audience qui va venir, cette audience va grandir avec nous et elle aimera ce qu'on fait. Ouais. Selon le format, ça n'a rien à voir en fait les stratégies. Tu vois, si tu fais des TikTok par exemple ou des shorts ou même des vidéos YouTube, là ça va être vraiment intéressant de se positionner sur les sujets qui marchent, trouver un titre un peu clickbait, etc. Mais si tu fais un podcast, une émission genre d'1 heure ou deux chaque semaine ou chaque mois, ça n'a rien à voir. Il faut habituer les gens en fait à t'écouter parler, à écouter les invités, et il faut qu'ils passent un bon moment. Ce qui est différent du short où en fait sur 10 secondes ou sur 1 minute, c'est pas très important que la personne passe un bon moment. L'important c'est qu'elle soit captée par le discours, quoi. Donc nous l'approche qu'on a pris avec Yum, c'est de faire ce format long qui s'écoute plus qui se regarde et qui c'est pas tu cliques dessus comme ça parce que le titre t'a attiré et hop tu vas passer 2 heures devant. On sait bien que c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est plus attirer une audience sur le long terme qui reste de plus en plus. Et à côté, on va prendre des extraits qu'on va mettre sur les plateformes, sur Insta, sur YouTube Short, sur TikTok, qui vont être les extraits peut-être les plus marquants, les plus croustillants, les petites pastilles de contenu qui, eux, vont avoir peut-être le potentiel de toucher une audience beaucoup plus large, quoi. Mais comment tu comptes monétiser, tu vois, ou alors c'est un objectif de réputation, ou tu vas commencer... T'as déjà commencé à faire des appels vers ta liste email ou vers tes formations? Ouais. En fait, il y a 2 objectifs. D'abord, il y a l'objectif de produit culturel. Je trouve que c'est toujours intéressant quand tu as envie de construire un truc sur le long terme, d'avoir une sorte de produit culturel, un truc que les gens écoutent, qui est intéressant, même si tu vends pas directement à l'intérieur. Et ensuite, moi... tous mes revenus viennent de mes ventes de formation et toutes mes ventes de formation viennent de ma liste email. Et donc, ce qu'on fait, c'est que il y a un membre de mon équipe qui crée un résumé de l'épisode avec tous les liens, toute la valeur qui a été partagée, qui met dans une fiche
et on propose aux gens de télécharger la fiche à chaque épisode. Donc chaque épisode, il y a une nouvelle fiche à télécharger et en échange, ils doivent laisser leur email, ils reçoivent la newsletter et donc ensuite, quand il y a une promo, quand il y a une offre, ils la reçoivent. Et c'est assez efficace. Il y a pas mal de gens qui sont inscrits. En fait, on a une sorte de lead magnet évolutif, c'est-à-dire que chaque semaine, il est différent. Ça demande un peu de travail pour l'équipe, mais ça apporte une valeur pour les gens qui nous suivent et moi, ça me permet d'avoir des insights. T'as essayé de faire, désolé Félix, mais de faire, je chope la transcription, je la file à ChatGPT pour faire le résumé. Alors j'y ai pensé, mais le problème c'est que le truc le plus précieux, enfin un des trucs les plus précieux dans le résumé, c'est les noms propres. C'est par exemple à la fin il y a des coups de cœur, tu vois, on s'échange un peu de valeurs, des trucs qu'on a découverts, ça peut être des outils et tout. Il faut être capable de sortir tous ces trucs-là, de mettre les liens. Et en fait, c'est un travail un peu technique que ChatGPT peut pas faire. Par contre, ce qu'il pourrait faire, en effet, c'est faire un résumé, sortir les points principaux, faire une bullet list. On le fait pas encore parce que les épisodes durent 2 heures et donc c'est un peu galère. Ouais, faut couper, faut y aller par petits morceaux. Ça fait énormément de texte à mettre dans ChatGPT, mais je pense qu'à terme, oui, on pourra peut-être l'intégrer. Félix, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, un second objectif du podcast. Oui, la forge aussi. Je le vois. En tout cas, et je suis là pour ça. Comme on parlait du produit culturel, c'est aussi renforcer l'attractivité pour engager des meilleurs talents. Là, je parle plutôt en termes de recrutement. Donc développer l'image de l'entreprise, montrer qu'on est c'est cool de travailler avec nous et on veut avoir les meilleurs avec nous. Donc et aussi nos clients, les créateurs à accompagner, etc. Donc tu sais, on monte une boîte avec Félix là qui s'appelle La Forge. On a déjà nos premiers talents. Et en fait, le concept, c'est on propose toute une batterie de services aux entrepreneurs. Et donc, c'est ça, en fait, on a besoin de 2 choses dans cette boîte-là. C'est des gens qui bossent avec nous au service des entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, on veut attirer les meilleurs et des gens qui bossent en tant que clients avec nous. Et pareil, on veut attirer les meilleurs profils. Et on pense que c'est chouette, tu vois, de montrer des choses qui peuvent donner envie aux gens de nous rejoindre et pas seulement d'agiter le salaire ou les prestations, quoi. Ok, Félix, tu voulais challenger un petit peu Xavier sur les formations. Tu m'avais dit avant qu'on commence cette émission. Tu veux y aller ? Mais je veux pas faire un truc à charge, tu vois. Je veux pas faire un truc à charge. Tu peux. Je sais que je suis très mauvais là-dessus, donc tu peux y aller. Secoue-moi, j'en ai besoin. Ah. Xavier, déjà j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je te suis depuis, ça fait quoi, 3 ans. Et voilà, si je veux te challenger là-dessus, c'est que je pense que je serais ton meilleur client. Je serais ton meilleur client. Moi, j'ai acheté ta formation. Je trouve que c'est super ce que tu mets dedans, etc. Mais j'en veux plus, tu vois. J'en veux plus. Et je pense qu'il y a des gens comme moi, il y en a plein. Tu parles du fait que ça prend du temps et ça, je comprends tout à fait. Mais je pense que tu le fais aussi pour d'autres. Tu le fais pas pour d'autres raisons et qui sont plus en termes d'état d'esprit. Et je pense que voilà, c'est pour ça que je voulais un peu te challenger là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier ? Ouais, non, mais t'as raison. Alors déjà, un truc que j'aimerais clarifier pour tous les 3, mais notamment Victor, parce que c'est vrai que parfois, quand je parle des formations, ce qu'il faut bien voir, c'est que je parle des formations dans mon domaine. C'est-à-dire que je parle vraiment des formations d'investissement. Je serai le premier à être client de plein de formations en ligne dans des domaines qui me plaisent. La problématique de l'investissement, c'est qu'on bascule très vite dans le trading. Et en fait, le but de ça, c'est, entre guillemets, devenir riche. Et comme l'a dit Victor, on ne devient pas riche en bourse. On devient riche dans ses activités parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on se chope un gros salaire, peu importe. Et ensuite, on place son argent ou alors on accumule petit à petit sur des ETF, sur des actions, peu importe. Et là, ça peut faire une belle somme. Mais au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, le problème des formations, c'est que les autres, entre guillemets, les autres qui vendent des formations, ils n'ont aucune limite de devenir riche, etc. Tu vois, dans le marketing. Donc, je sais très bien que si je devais rivaliser, il faudrait d'un certain côté que je joue sur le même terrain qu'eux. Et si je joue sur le même terrain avec mes mots, je vais perdre. Et si je joue avec leurs mots à eux, je me sens pas super à l'aise. Et oui, il faudrait que je travaille avec... sur le côté marketing et sur le côté contenu, donc créer plus. Je suis 100% d'accord avec toi, Félix. En plus, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est que j'ai très envie de transmettre plus, c'est évident. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ça vende et qu'il y ait du marketing. Et c'est ça, c'est là où ça bloque.
Et c'est pour ça, j'ai besoin d'être secoué. Victor me secoue de temps en temps en me disant, mais c'est pas mal de vendre des formations. T'es reconnu. Tu vois, Xavier, tu es reconnu pour faire du contenu qualitatif qui va au fond des choses, etc. Tu pourrais faire du contenu dans les formations qui justement qui font pas ce que font tous les vendeurs de formation dans la finance. Tu vois, moi j'aimerais beaucoup t'écouter sur par exemple comment lire un rapport annuel. Je sais que toi, t'as une stratégie, t'as une stratégie où toi tu choisis des actions, etc. C'est pas ça qui est intéressant. On veut pas des recommandations, etc. Mais voilà, comment lire un rapport annuel, comment on définit une barrière à l'entrée, par exemple sur un business. En termes de checklist, je sais pas, qu'est-ce que toi tu réfléchis pour analyser un business. Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Tu vois, tu t'apprends étape par étape à mettre en place l'approche quality. Enfin, ouais. Non, mais vous avez totalement raison. Et ce qui me manque, et je suis à 2 doigts, j'ai la checklist, etc., c'est que ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'à un moment, je prenne le temps de faire une série de vidéos en prenant une boîte, idéalement que je connais pas ou peu, et que je fasse mon approche de comment je la découvre, en fait, comment je découvre son business model, comment je le juge, comment je passe au travers des chiffres, comment je décide si elle va bien dans mon portefeuille ou pas, est-ce que c'est le bon moment. Vous avez raison, les gars, vous avez totalement raison. Et ça, c'est mon frein principal. Ouais, non, mais c'est pas ça. Mais mon frein principal, en fait, c'est que moi, j'ai pas le même parcours que vous. Moi, je suis pas un entrepreneur à la base. Moi, je suis quelqu'un qui a bossé dans des banques pendant 20 ans. Faut imaginer mon petit cerveau, comme il s'est atrophié en termes d'entrepreneuriat après 20 ans de salariat. Et c'est aussi ça qui m'a fait choisir de travailler avec Zone Bourse. Et merci à eux, parce que c'est eux qui m'ont apporté la visibilité et qui font que maintenant la chaîne approche les 100 000 abonnés. Mais c'est vrai que ouais, j'ai besoin, et aussi le fait que ce soit pas ma source de revenus principale, à tort, parce que ça pourrait devenir une source de revenus principale, fait que j'ai ce petit côté snob, entre guillemets, qu'il faut que je kill, absolument. J'ai ce petit côté snob qui fait, moi je veux faire de la qualité, je suis pas là pour vendre, on peut pas me critiquer, je ne suis pas un vendeur de formation, donc je fais pas ça pour à la fin avoir le petit mot pour vendre la formation, mais c'est débile, c'est débile. Si ma formation elle est qualitative, si je continue à l'enrichir, si j'en suis fier, y a aucun mal à faire du marketing et à vendre. Et je vous remercie de me secouer, parce que je sais que c'est un axe de progression énorme pour moi. Ouais, moi. Super. Une autre idée, tiens, de contenu. Parce que j'entends que tu veux pas entrer dans la recommandation et que des gens puissent s'en sentir influencés par ce que tu fais. Et je comprends totalement d'un point de vue éthique. Une autre idée, c'est de faire c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire tous les trucs qui vont pas, tu vois, c'est-à-dire par exemple analyser je sais pas, des boîtes comme ça et montrer tous les risques, tout ce qui va pas, toutes les choses à prendre en compte, par exemple, voilà, démolir des trucs, ouais. Parce que là, t'es sûr que les gens vont pas te suivre pour acheter la boîte. Et tu sais que ça, c'est notre prochain épisode avec Victor. Dans le podcast, on va parler des boîtes qui, selon nous, vont disparaître. Et ben, tu sais que de réfléchir à cet épisode, tu te rends compte qu'en fait, c'est quasi aussi difficile que de trouver des boîtes qui marchent bien. Parce que t'es pas à l'abri que la boîte, elle ressuscite. T'es pas à l'abri que, même si c'est une pétrolière, qu'elle bascule totalement sur les énergies renouvelables. C'est arrivé sur certaines nordiques, des Ørsted ou autres, qui étaient des boîtes purement pétrolières et qui sont devenues des monstres des renouvelables. Et finalement, c'est presque aussi dur. Et pour la petite histoire, je suis énormément chassé en ce moment par des boîtes qui proposent de montrer le portefeuille sous condition d'abonnement. Je veux pas pour plein de raisons, mais je sais que ce serait aussi un axe de revenus potentiels, quoi. Ok, c'était chouette ça. C'est bien ça, Xavier, tu vas pouvoir faire plein de belles formations. Je pense que, tu vois, je pense que quand les gens te suivent parce qu'ils apprennent des trucs avec toi, en vrai, le meilleur truc à leur proposer, c'est des formations en ligne. C'est comme ça que tu peux apporter le plus de valeur à ces gens-là. C'est de leur donner encore plus, c'est de leur donner de la valeur qu'ils recherchent avec toi, quoi. Et je me demande, oui, si t'as pas, tu vois, peut-être un petit blocage avec l'argent, le fait aussi que t'en as pas vraiment besoin parce que tu gagnes déjà, tu gagnes déjà bien ta vie avec tes investissements, tout ça. C'est un truc beaucoup de gens ont des blocages avec le lancement des formations. Et en fait, en s'y mettant,
il le débloque. Et je pense qu'il faut que tu trouves le moyen de prendre vraiment du plaisir à les faire. Et je pense que pour prendre du plaisir à les faire, il ne faut pas trop se mettre de pression sur à quoi doit ressembler ma formation. Voilà. C'est plus du qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens et se concentrer là-dessus et en fait créer des formations comme tu crées du contenu. Évidemment, c'est différent. Il y aura un plan, ce sera un peu plus étayé. Mais vraiment adopter ce truc-là de je crée ma formation comme je crée du contenu. Ça veut dire si à un moment, j'ai envie de partir un peu dans un délire, de parler d'un truc, de casser une idée reçue au milieu de ma formation, je le fais et je m'amuse. Et en fait, tu peux comme ça enregistrer des formations en passant un bon moment si tu te libères de la contrainte de dire il faut que ma formation ressemble à une formation et que tu dis simplement il faut que je transmette un maximum de valeur aux gens qui me suivent et qui kiffent quoi. Et là où c'est bien, c'est que tu te connais déjà les objections que tu vas recevoir. Tu vois, il faut déjà que tu prépares un discours sur quand on est bon en investissement, on n'a pas besoin de vendre des formations derrière, tu vois. Tous les trucs qu'on peut utiliser pour bâcher les gens qui vendent des formations en bourse, tu les connais. Prépare déjà le oui mais, le oui mais. Mais vraiment, faut le faire. Parce que, en fait, c'est super désagréable, tu sais, quand t'as, tu vois, moi, j'ai fait aussi cette transition de passer de j'enseigne une discipline à je vends des produits dans ma discipline. Et donc, il y aura des gens dans le public qui vont commencer à dire oui, mais blablabla. Anticiper les objections parce que plus tôt on les a mis sur le papier et plus tôt quand ça arrive, c'est agréable. Il y a un épisode d'Antoine que j'ai beaucoup aimé dans le podcast qui s'appelait Déchaîné, qui existe encore. Vous allez encore trouver des épisodes du podcast Déchaîné. Il y a un épisode qui s'appelle Comment avouer à son public qu'on a quelque chose à vendre. Vachement bien. Tous les épisodes qu'Antoine a fait à l'époque où il commençait à monétiser sont très bien. Ça met dans le mood. Je note. Ok, on va passer au coup de cœur, si ça vous va. Je vais commencer. Alors moi, mon coup de cœur, il n'a rien à voir avec le business, la vente, le marketing, tout ça. Je vais vous parler d'Urbex. Est-ce que vous savez tout ce que c'est ou pas? J'ai vu l'épisode où tu vas visiter un parc d'attractions abandonné. Moi. Xavier, tu fais choper à moitié par les flics. Ouais. Bah, si c'est Xavier, exploration urbaine, je vois, mais... Ok. Et ben moi, ça fait quoi 10 ans que je fais ça avec un ami. Et en fait, je trouve que c'est un super moyen de continuer à vivre des aventures quand t'es adulte. Quand t'as arrêté en fait de faire des conneries, parce que quand t'es ado, tu peux faire un peu des conneries, tu peux je sais pas où. Quand t'es jeune adulte, voilà, tu torches la tronche en soirée, tu fais des trucs un peu cons que au bout d'un moment t'arrêtes de faire parce que tu te rends compte que ça te fait pas forcément du bien. Et en fait, l'Urbex, c'est un bon catalyseur de ça. C'est-à-dire que tu peux vivre des aventures. Tu peux faire des trucs un peu interdits, un peu à la frontière de l'illégal, qui te font un peu flipper, t'as peur de te faire choper et tout, mais sans vraiment prendre de gros risques. C'est-à-dire que si tu te fais choper en train d'explorer, donc c'est quoi le principe de l'Urbex? Donc Urban Exploration, t'explores des bâtiments la plupart du temps abandonnés. Et donc le risque, si tu te fais choper, bah c'est quoi? T'es là avec ton appareil photo. Au pire, vraiment au pire du pire, tu passes quelques heures en garde à vue. Mais ce qui est cool, mais tu vois, tu fais rien de mal en fait. Tu casses rien, tu voles rien. Faut juste bien vérifier que le truc soit abandonné, que tu tentes pas chez quelqu'un. Et en fait, il y a plein de choses qui entrent en jeu. D'abord, faut trouver les spots. Donc, tu fais des recherches sur Internet, tu croises des sources, tu regardes des images satellites. Donc, tu as un peu l'impression de faire une petite enquête policière. Ensuite, il faut faire du repérage. Donc, tu arrives sur place, tu peux le faire de jour, tu peux le faire de nuit. De nuit, c'est un peu plus flippant. Tu fais le tour du truc, tu vois s'il y a une entrée. Ensuite, il faut trouver une entrée. Très souvent, la plupart des entrées sont condamnées, mais il y a un petit trou quelque part dans le jardin, dans la cave, dans une fenêtre. Donc, tu finis toujours par trouver un endroit où entrer. Et ensuite, il y a tout l'aspect, évidemment, une fois que tu es entré, de l'exploration, de la photographie aussi. Tu peux t'amuser à faire des belles photos, à faire des trucs intéressants. Donc c'est un loisir complet. Alors, je recommande pas aux gens de se lancer à corps perdu dedans s'ils l'ont jamais fait. Je recommande quand même aux gens de se renseigner avant, si possible, de se faire accompagner de quelqu'un qui a l'habitude de le faire, parce que ça peut être un peu stressant et puis il y a des choses qui peuvent être dangereuses aussi quand même à l'intérieur. Mais globalement, c'est vraiment un loisir que je fais de temps en temps sur des week-ends de 2-3 jours. Là, je l'ai fait dans les Hauts-de-France. Et t'as l'impression de redevenir enfant en fait sur 2 jours. Tu vis des moments de stress, des moments de pression. À la fin, t'es trop content. Tu fais le fifou. Exactement. Tu fais le fifou sans vraiment prendre des gros risques. Et, voilà, tu l'as vlogué ou pas? Il y a plein de non, j'ai arrêté de faire ça parce que bon, je me dis c'est trop divertissement. Il y a vraiment pas de. Je vois pas comment je peux transmettre de la valeur dans ce format-là. Et puis bon, avec mon pote, on aime bien être tranquille aussi. On n'a pas envie forcément de tout filmer. Mais je vais faire un petit post Instagram avec quelques photos.
Et aussi un dernier truc, c'est que ça permet de voyager. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé là à 23h30 dans la banlieue industrielle de Dunkerque à faire une intrusion dans une usine abandonnée. Tu vois, jamais je me serais retrouvé dans cette situation, jamais je me serais retrouvé là-bas sans ça. Donc voilà, c'est un bon loisir. Victor, peut-être tu veux partager ton coup de cœur? Ouais, je vais vous envoyer vers un discours de Cicéron. Que j'ai découvert pour faire un exercice que j'aime assez bien faire. De temps en temps, ce que je fais, c'est que tu sais, parce que on peut souvent créer du contenu qui ressemble trop à ce que les autres font. Donc moi, ce que je fais de temps en temps, c'est que je vais prendre un discours. Là, je dis Cicéron, mais parce qu'il est chouette et il y a un point à en retirer, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi ouvrir un roman, je sais pas, un peu précédent, etc. Et tu regardes ça en faisant du reverse engineering, en te demandant si je devais noter quelles sont les caractéristiques du style de cet auteur, ce serait quoi? Et donc tu prends 4 caractéristiques et une fois que tu les as, tu crées un post à la manière d'eux. Et pourquoi est-ce que ce discours de Cicéron est chouette? C'est un discours que vous allez trouver sur Wikisource. Il y a plein de trucs que vous allez trouver sur Wikisource. Celui-là, il s'appelle le discours de Cicéron au peuple après son retour. Cicéron, il avait été contraint à l'exil de Rome. En fait, après, il avait réussi à déjouer une conjuration de gens qui voulaient faire en fait un putsch, mais le putsch avait été vraiment réprimé dans le sang, et donc après c'était le bazar. Donc Cicéron avait dû s'exiler. Il revient à Rome, et donc ce qui est intéressant dans son discours au peuple, c'est que c'est un discours où il dit aux gens: vous auriez pu mal faire, mais vous avez bien fait. Vous auriez pu faire ça, mais vous avez décidé de faire ça. Vous auriez pu m'accabler, vous auriez pu faire ça, vous auriez pu faire ça, mais vous avez décidé de faire ça, et c'est vachement bien, merci. C'est un super type de discours à faire à son audience, parce que c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Je vais faire une vidéo sur un sujet polémique et je vois que les commentaires sont intelligents. Et évidemment que dans le lot, il y a plein de commentaires qui sont absolument débiles, de gens que je vais ban, etc. Mais si tu renforces sur les choses qui ont été bien, sur les choses que tu as aimées, le public va t'en donner plus. Et si vous allez voir ce discours de Cicéron, c'est exactement ça, sauf que c'est dans un style qui est magnifique. Donc gardez cette idée, il faut mieux donner du feedback positif et allez voir le style de Cicéron, comme ça vous le ferez avec une certaine élégance. Où est-ce qu'on peut c'est quoi le nom du discours? Il s'appelle Discours de Cicéron au peuple après son retour. Donc si vous tapez ça, vous allez le trouver sur Wikisource. Et ouais, c'est comme ça que vous allez le trouver. Discours de Cicéron au peuple après son retour. Un lien, Faites gaffe, hein, parce que quand vous allez vous lancer dans les phrases sont très longues. Ça veut dire que c'est avec des idées à tiroir, etc. Et donc je sais que le public d'aujourd'hui, au bout de 2 phrases, il y a le singe qui fait ça dans la tête. Mais insistez, et dites-le à haute voix. Parce que quand on le lit à haute voix, on arrive mieux à se l'imprégner, je trouve. Donc voilà, allez voir ça, c'est très chouette. Et faites souvent du reverse engineering avec des publications qui datent d'autres époques que la nôtre. C'est comme ça qu'on peut amplifier son style. Félix, tu veux partager ton coup de cœur? Ouais, bah moi j'en ai déjà parlé et je vais me faire dégommer dans les commentaires, mais c'est pas grave. Moi je suis passionné par l'émancipation individuelle et c'est un sujet c'est peut-être le sujet qui m'intéresse le plus. Donc je vais recommander le créateur que j'ai découvert cette semaine. Je sais pas comment je suis passé à côté parce que il est là depuis 10 ans. Donc c'est pardon, j'arrive même pas à le dire. Caligula. Danny Caligula, pardon. Je suis tombé dessus avec un débat avec Bégodeau sur Lena Situation. Donc pour faire le lien avec l'épisode d'avant, avec Bégodeau qui était en mode snob, bourgeois. Oui, Lena Situation, c'est pas un modèle d'émancipation, etc. Et puis il faut arrêter, les gars. Voilà, faut arrêter. Comment dire. Et je trouvais ça intéressant, ce créateur de gauche qui défendait Lena dans ce qu'elle fait, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et voilà, je suis tombé aussi évidemment sur le débat que t'as fait Victor avec lui. Et c'était hyper intéressant parce que tu sentais qu'il suffisait qu'on le pousse juste un petit peu dans le dos, tu sais. T'en fais un entrepreneur. Et le mec, il allait tomber dans l'investissement dans les dividendes et tout, machin, etc. Tu vois, il fait juste un petit coup dans le dos. Donc c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant.
au-delà de son parcours, etc. Et aujourd'hui, le fait qu'il s'en est sorti. Et le dernier point que j'en ai tiré, c'est la question des affects. La question des affects. Une chose que j'ai pris conscience, c'est que avec l'entrepreneuriat et avec une certaine aussi réussite financière qui va avec quand ça se passe bien, c'est que nos affects changent, tu vois, l'affect du bourgeois et d'autres aussi affects qui sont en jeu. Et ça m'a permis de me reconfronter à la question, voilà. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est mon harmonie, mon harmonie intérieure finalement, de kiffer le plus ma vie. Et finalement, la question des affects, par quoi on est mu principalement, c'est une question qui est importante parce que ça change ta coloration émotionnelle finalement au quotidien. Et ça m'a permis de me reconnecter à ça et de me dire qui en fait j'ai envie d'être aujourd'hui, voilà, et pas simplement tomber dans le stéréotype de ces déterminismes, voilà. Alors moi, Xavier, mon coup de cœur, c'est un livre qui a déjà un certain temps, mais les plus vieux livres qui ont réussi, qui ont traversé le temps, c'est les meilleurs. Un bouquin qui s'appelle Les décisions absurdes de Christian Morel. Alors il a 20 ans, mais il a été refait en 2014. Et il nous parle de décisions absurdes qui ont été faites par des gens brillants. On parle de la NASA, on parle de pilotes de ligne, on parle de chirurgiens, etc. Souvent en équipe, donc c'est une décision collective de gens intelligents, donc là où tu t'attends a priori à avoir le top du top. Et c'est par exemple ce type de décision qui a fait que la navette Challenger de la NASA a explosé en vol et a fait 7 morts. On étudie un cas, par exemple, où un avion a un moteur en feu et les 2 pilotes éteignent le moteur qui est le bon. Donc ça crash, 47 morts. On parle, et ça paraît fou, hein, on parle d'un autre avion qui se crache par manque de carburant pour régler un petit problème technique alors qu'ils avaient largement assez de carburant pour atterrir, etc. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils expliquent que souvent, ça vient de l'organisation. Et parce que la NASA, Challenger, par exemple, c'était un problème qui était connu, hein, sur des joints qui étaient connus, qui ne supportaient pas le froid. Et c'est un problème d'organisation parce que dans une boîte, même petite, tu as le boss, on va dire, tu as des experts, tu as des novices, et la manière dont les décisions sont prises font que, par exemple, une hôtesse de l'air va entendre, ou les passagers vont entendre le capitaine dire « je coupe le moteur droit qui est en feu », ils vont tous voir que c'est le moteur de gauche, mais en fait, comme l'expert, c'est le pilote et le boss, c'est le pilote, l'hôtesse de l'air, elle se dit, il s'est trompé, mais il a coupé le bon. Les passagers, c'est le capitaine, il sait ce qu'il fait, etc. Et ce qui fait qu'en fait, le capitaine s'est effectivement trompé. Si quelqu'un avait eu le courage de taper à la porte pour dire, on est bien d'accord, hein, vous coupez bien tel moteur, etc., ça n'arriverait pas. Et ça peut être, par exemple, de ne pas blâmer les erreurs. Et ça, c'est quelque chose en finance qui est classique. Il ne faut pas blâmer quelqu'un qui a fait une erreur, parce que sinon, il ne va plus remonter l'information. Et ça, appliqué à vos domaines, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Par exemple, peut-être que le monteur qui va écouter ce podcast, il va se dire, bon, Antoine m'a dit de couper ça, et puis c'est bon, il se trouve que tu participes, Félix, mais tu vois, admettons que c'est quelqu'un qui participe pas, et Antoine va dire, il y a tel truc à couper, et puis les blancs, et peut-être que lui, en écoutant, il va se dire, ce truc-là, quand même, je devrais le couper. Mais Antoine, c'est Antoine, il me l'aurait dit. Et donc, il va le laisser. Et en fait, dans tous les domaines de la vie, il y a des décisions complètement hallucinantes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin, qui sont prises. Et c'est ce type de choses qui a fait que maintenant, on a des checklists pour les opérations chirurgicales. Enfin, on a des checklists partout, dans les avions, etc. Et donc, voilà, moi, j'adore. Ça décortique des cas de décisions absurdes et je trouve ça génial. Ouais, je pense que... Enfin, moi, j'ai plein de checklists dans mes notes personnelles. C'est même pas forcément pour mon équipe et tout, c'est pour moi-même. Et j'adore le checklist, je trouve que ça résout tellement de problèmes. Genre, tu veux mettre en ligne une formation, 50 trucs à penser. Avant, j'en oubliais tout le temps. Maintenant, j'ai mes checklists, j'oublie plus rien. Je faisais juste coucou à... C'est pas moi qui fais le montage, je faisais juste coucou à Léna. Parce que à chaque fois, quand je tourne des vidéos, là, je tourne des vidéos pour YouTube, je lui parle, je tape la discute, en fait. Et c'est pour que là, je lui faisais des coucous pour lui dire bonjour et tout. Mais on l'embrasse. On l'embrasse. Merci pour le travail que tu fais. Ouais, fait du beau travail. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, les gars, d'être venus, d'avoir accepté de venir aujourd'hui. J'ai trouvé ça super intéressant, la conversation avec vous. Et puis, si vous êtes d'accord, vous serez les bienvenus pour revenir pour d'autres épisodes. J'en tourne un par semaine.
avec des nouveaux, mais aussi avec des Avec réguliers. plaisir de mon côté. Donc voilà, ce sera un plaisir de vous accueillir à nouveau en tout cas. Merci beaucoup, bis à tous et bis au public évidemment. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, j'ai un mot pour toi qui l'as regardé. Beaucoup de valeur a été échangée. Et il y a peut-être des infos que tu aurais aimé garder, un lien qui aurait pu être utile. Et si t'as pas pris de notes, j'ai une bonne nouvelle, je l'ai fait pour toi. J'ai résumé tous les moments forts de cette émission avec les liens vers les outils dans une fiche que tu peux télécharger gratuitement maintenant. Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'aller sur yumpodcast.com, d'entrer ton mail et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. Et si cette émission t'a plu, n'hésite pas à nous laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître et ça soutient mon travail. Merci beaucoup et à la prochaine.